Mes chers collègues, nous sommes réunis ce matin pour aborder un sujet de préoccupation majeure pour les Français, que notre commission expertise régulièrement depuis sa création, l'équité territoriale en matière d'accès aux soins. Cette politique publique entretient en effet des liens étroits avec l'aménagement du territoire, ce qui explique qu'elle soit devenue un des fils conducteurs de notre programme de contrôle de l'action du gouvernement. Dans la continuité de nos précédents travaux, la Commission a acté la création d'une mission d'information sur ce sujet et désigné Bruno Rojouan, rapporteur, le 4 mars dernier. Cette initiative est un droit de suite à son rapport d'information de mars 2022, qui avait dressé le constat d'un renforcement des inégalités territoriales en la matière. La Commission entend donc poursuivre son travail et s'interroge tout particulièrement sur les diverses évolutions qui ont pu intervenir depuis 2 ans. La situation ne s'est malheureusement pas améliorée. La démographie médicale continue de stagner alors que la transformation de la pyramide des âges, baisse de la natalité et vieillissement de la population modifie et accentue continuellement les besoins d'accompagnement médical. Un changement structurel prendra du temps et il nous faut donc agir dans l'intervalle pour éviter une aggravation de la situation. À cette situation générale préoccupante s'ajoute l'enjeu des inégalités d'accès aux soins. Une fracture sanitaire et médicale se superpose aux fractures territoriales. Les mêmes territoires où les services publics disparaissent comptent également un nombre insuffisant de professionnels de santé. Certains de nos concitoyens se sentent donc abandonnés au sein des territoires désignés par l'opinion publique sous le vocable éloquent de désert médical. Je m'interroge par conséquent sur les mesures ciblées qui pourraient être prises afin de remédier aux difficultés rencontrées par les habitants des zones sous-dotées. Les dernières lois de financement de la sécurité sociale, dites loi Rist et Vallée-Tout, des 19 mai et 27 décembre dernier, ont proposé diverses solutions pour tenter de répondre aux difficultés actuelles, dont le bilan reste cependant à établir. Les évolutions législatives intervenues ces 2 dernières années sont-elles en mesure d'améliorer l'accès aux soins, de faire baisser la durée moyenne d'attente avant prise en charge médicale et de réduire la distance aux médecins? L'organisation territoriale actuelle de l'offre de soins à l'échelle des diverses formes de regroupement médical qui existent permet-elle de mutualiser du temps administratif et libérer du temps médical au bénéfice de ces patients? J'ai le sentiment que nous sommes restés au milieu du gué et que la puissance publique n'a pas épuisé les solutions pour répondre aux attentes des habitants. Quelles sont les mesures qui vous semblent devoir être prises en compte pour renforcer l'arsenal normatif afin de mieux distribuer l'offre de soins dans les territoires et à remédier à un certain déséquilibre? Donc, je suis heureux d'accueillir ces différentes personnes et suis heureux d'accueillir Madame Julie Poujon, conseillère spéciale de la directrice générale de la direction de l'offre de soins, Madame Isabelle Dugelet, maire de la Grêle, et le membre du conseil d'administration de l'association des maires ruraux chargé de la thématique de la désertification médicale, Monsieur Maxime Lébigot, coprésident de l'association Citoyens contre les déserts médicaux. Je ne serai pas plus long et je laisse immédiatement la parole à notre rapporteur Bruno Rojouan. Merci, Monsieur le Président. Donc, saluer bien évidemment nos intervenants, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. 10 ans, c'est le temps qu'il faut pour former un médecin. En matière d'accès aux soins, comme annoncé par beaucoup d'entre nous, le pire est donc à venir, car nous payons encore les conséquences des décisions à courte vue du passé. Je pense bien entendu au fameux numerus clausus. J'ajouterai même que ces errements sont loin d'être terminés. En 2022, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche annonçait dans ses prévisions une stagnation du nombre de primo-bacheliers inscrits en première année dans une filière de santé d'ici 2030. Les voies du gouvernement sont parfois impénétrables. La situation est d'autant plus alarmante que les jeunes médecins ont une activité bien moins importante que celle des médecins qui partent à la retraite, car ils cherchent souvent un équilibre de vie entre la partie professionnelle et la partie privée.
Ma première question s'adresse à Julie Poujon. La Direction générale de l'offre de soins est-elle impliquée, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, dans la fixation du nombre d'étudiants dans les filières de santé? Le tir a-t-il été corrigé depuis les prévisions de 2022? Dans le cas contraire, toutes les mesures que l'on pourrait prendre seront autant de pansements sur une jambe de bois. Par-delà cette question essentielle de la pénurie généralisée de professionnels de santé, il nous faut apporter des réponses face à la dégradation prévisible de la situation dans les 10 prochaines années. Si nous continuons ainsi, une part toujours plus élevée de nos concitoyens sera privée de médecins traitants et se verra contrainte à renoncer aux soins et à attendre des mois pour accéder à un spécialiste. Pour cela, il me semble nécessaire que les différentes professions de santé puissent décharger les médecins d'une partie de leur charge de travail. Il faut donc leur donner des compétences élargies. Je pense en particulier aux sages-femmes, aux infirmiers, et notamment aux infirmiers en pratiques avancées, aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pharmaciens. De nombreuses dispositions allant dans ce sens ont été adoptées par le législateur, notamment dans les lois RIST du 19 mai dernier et Valtout du 27 décembre dernier. Une possibilité d'accès direct a également été ouverte à certains IPA, orthophonistes et masseurs-kinésithérapeutes. Le législateur avance sans doute à trop petits pas, sans parler du pouvoir réglementaire qui tarde bien trop fréquemment à appliquer les textes votés par le Parlement. Et il pourrait en résulter des incohérences dans les délimitations des compétences propres à chaque catégorie de professionnels de santé. Ma deuxième interrogation est celle-ci, une clarification et une véritable remise à plat des compétences de chacun des professionnels de santé pourrait-elle être envisagée et quelles pourraient en être ces grandes lignes? Pour faire gagner du temps aux médecins, il faut également les décharger des nombreuses tâches administratives qui sont guère le centre de leurs compétences premières. Troisième interrogation dans la logique de cette remarque, quel bilan tirer du plan de déploiement de 10 000 assistants médicaux d'ici 2025? L'objectif sera-t-il tenu? De nouvelles mesures pourraient-elles être envisagées? J'en viens maintenant à la question essentielle des disparités d'accès aux soins entre les territoires. On entend fréquemment que 87% des Français vivent dans un désert médical, si bien que tout le monde serait ainsi mal loti. C'est pour moi la bonne excuse. Cela justifierait de ne pas envisager des mesures de régulation à l'installation des médecins. On voudrait nous faire croire que, où qu'ils aillent, ils sont dans une zone insuffisamment dotée, à de rares exceptions près. Je conteste cette acceptation de la notion de désert médical généralisé, véritable aussi alibi de l'inaction qui escamote les inégalités d'accès aux soins entre les territoires. En vérité, selon l'endroit où l'on habite en France, on n'est pas soigné de la même façon. Je note d'ailleurs que les diverses aides financières à l'installation, versées depuis des années aux médecins, ont bien pour objectif de corriger ces distorsions. Leur pertinence me semble d'ailleurs discutable, la littérature scientifique sur cette question tendant à montrer que leurs effets sont globalement décevants. Quelles zones sont aujourd'hui les plus touchées par la désertification médicale? Les territoires ruraux, les petits pôles urbains, les banlieues les plus paupérisées de certaines grandes métropoles. Quel bilan tirer des dispositifs incitatifs existants? Quelles solutions spécifiques faut-il apporter face à leur situation? Une quatrième année
de 3e cycle de médecine générale a été institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Les internes concernés sont-ils envoyés en priorité dans les zones sous-denses? Quels effets de court et long terme attendre de cette mesure pour ces territoires? Il faut se détacher du corporatisme pour aborder cette question des disparités territoriales dans l'accès aux soins sans aucun tabou. À cet égard, des mesures peut-être plus coercitives pourraient être envisagées en dernier recours. Une régulation globale de l'installation des professionnels de santé, qui existe déjà pour certaines professions, pourrait-elle être mise en œuvre? Voilà, résumé succinctement, un certain nombre d'interrogations que, Monsieur le Président, vous-même avez portées d'ailleurs dans le passé, d'autres sénateurs avant moi, et qui montrent que, certes, il y a des petites conquêtes, mais on avance très lentement, et que petit à petit, chaque fois que, de toute façon, un sénateur se déplace dans son territoire et qu'il rencontre un maire ou qu'il rencontre ses concitoyens, il est très rare que cette question d'accès aux soins ne soit pas abordée. Donc, une priorité essentielle pour la Chambre qui représente les territoires. Merci à tous. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donner la parole à nos intervenants. Je vous laisse le soin d'un propos liminaire de 3 minutes, et puis après, vous répondrez aux questions à la fois du rapporteur et de mes collègues. Merci. Qui commence? Je peux commencer si vous le souhaitez, comme vous voulez. Peut-être d'abord, merci beaucoup pour votre invitation sur ce sujet qui est évidemment un sujet de préoccupation majeure des pouvoirs publics et plus particulièrement de la Direction générale de l'offre de soins. Vous l'avez dit, on est dans un contexte inédit, avec une tension sur le système de soins qui résulte en partie d'un effet ciseau qui est une demande croissante de soins avec le vieillissement de la population, les besoins générés par le meilleur suivi et la prévention qu'on souhaite tous développer, et puis des pathologies émergentes et renforcées par un contexte environnemental que vous connaissez. Et on a une offre en difficulté, des ressources médicales en raréfaction, un véritable enjeu sur l'attractivité et le maintien en exercice des professions de santé qu'il faut absolument renforcer, et des établissements de santé qui sont fragilisés. Cette situation, hélas, elle n'appelle pas de solution miracle, unique, immédiate. Elle nous oblige à travailler en mobilisant à peu près tous les leviers auxquels on peut penser. L'enjeu étant de mobiliser ces leviers de manière cohérente pour multiplier leurs effets, et évidemment ne pas créer des effets délétères inverses à ceux qu'on souhaiterait. Il faut pour ça poser les jalons d'une amélioration qui ne sera pas immédiate. Vous l'avez dit, c'est des sujets qui prennent du temps, la plupart des sujets que vous avez évoqués, mais pour autant, il faut agir, et c'est le sens des dernières lois que Monsieur le Président a pu mentionner, et de l'action qui est poursuivie par le gouvernement. J'irai vite, et puis on reviendra, j'imagine, au fur et à mesure du débat sur les différents sujets, mais on a 3 leviers principaux. Évidemment, le premier levier, c'est le levier démographique. Vous l'avez évoqué, monsieur le rapporteur, à la fin du numerus clausus, qui a été remplacé par des objectifs nationaux pluriannuels d'admission en études de santé, des objectifs qui ont été travaillés au plus près des territoires, concertés, et qui tiennent compte à la fois des besoins en matière d'offres de soins et aussi des capacités de formation des universités. L'enjeu étant de maintenir évidemment une formation exigeante de qualité, mais de pouvoir couvrir les besoins à venir. Ces objectifs, ils sont fixés pour 5 ans, et puis ils sont ensuite rediscutés annuellement, notamment avec les agences régionales de santé et les instances en leur sein, évidemment les conférences régionales de santé, les conférences régionales de santé et d'autonomie. Et ça permet d'avoir un vrai débat local sur l'évaluation des besoins de santé territoire par territoire. Ça va produire ses effets. C'est encore un peu tôt, puisque les premiers objectifs résultent de discussions qui se sont tenues en 2021. Mais évidemment, l'objectif, c'est aujourd'hui de mieux appréhender cette dimension de besoins de santé et de pouvoir anticiper, compte tenu du temps des formations, au maximum l'évolution de ces besoins.
Vous l'avez dit ensuite, cette attractivité, elle passe aussi par un phénomène de répartition géographique sur le territoire. On le sait aujourd'hui, vous l'avez dit, on parle beaucoup des déserts médicaux et du fait que la quasi ou la grande majorité du territoire sont en désert médical. Évidemment, ça recouvre des réalités bien différentes. Vous avez des régions où la tension est maximale et il faut qu'on arrive à trouver les leviers pour attirer les professionnels sur ces territoires. Ces leviers, ils sont en partie d'ordre financier, mais toutes les études internationales le montrent. Le levier financier n'est pas le levier unique qui créera, entre guillemets, un bouleversement des installations. Il faut pour ça agir d'abord de concert avec les territoires, hein, puisqu'on le voit aujourd'hui, chacun lutte sur son territoire pour essayer d'attirer des professionnels. On a des initiatives, mais ces initiatives, il faut qu'elles soient mieux coordonnées. C'est pour ça que je suis particulièrement contente de pouvoir en discuter aujourd'hui avec vous. Il faut qu'elles soient mieux coordonnées entre les collectivités et les autres financeurs, l'assurance maladie, les agences régionales de santé, pour qu'on ait des vraies aides à l'installation, des vraies incitations à l'installation qui soient efficaces, connues, diffusées auprès des étudiants. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est probablement aujourd'hui insuffisamment fait au plus près des territoires. Le deuxième levier, on le sait, c'est le profil de recrutement de nos étudiants des professions de santé. Notamment chez les médecins, on a un biais manifeste de recrutement. Les étudiants en médecine sont majoritairement des enfants issus de familles de catégories socio-professionnelles plutôt aisées et plutôt des citadins de grandes villes. Et donc, par définition, au moment de leur installation, ils se projettent plus difficilement sur des territoires qu'ils ne connaissent pas. Et là aussi, le fait de ramener les formations plus près des territoires, de les décentrer un peu, de favoriser les lieux de stage dans les zones sous-denses, ce sont des leviers qui vont nous permettre de créer des vocations pour des installations dans les territoires en difficulté. Et enfin, sur ces sujets, vous en avez parlé, la 4e année dite de docteur junior de médecine générale qui a été créée et qui se mettra en place, alors pas tout de suite puisque ce sont des internes qui sont rentrés en études récemment, donc les premiers qui sortiront, c'est pour la promotion qui sortira en 2025. Mais l'objectif, c'est évidemment d'envoyer ces internes en stage en ville, dans des zones, prioritairement dans les zones sous-denses. Et donc, le mécanisme que nous sommes en train de travailler vise à favoriser, à inciter fortement à ces stages en zone sous-dense. Le deuxième levier, c'est l'organisation des soins. On le sait aujourd'hui, vous l'avez rappelé, l'aspiration des jeunes professionnels de santé en termes de conciliation vie professionnelle, vie familiale est différente de celle de leurs aînés. Ils souhaitent des conditions de travail moins dures, plus facilement conciliables avec une vie de famille. Et on le voit, ils sont moins portés vers un exercice professionnel isolé et plus attirés par des structures d'exercice coordonnées dans lesquelles ils pourront partager leur activité avec d'autres professionnels de santé. Ce mouvement, il est en place, il est fortement soutenu par les pouvoirs publics depuis plusieurs années, avec une accélération très nette ces dernières années. Et vous le savez, le développement des MSP, des centres de santé pour partager une patientèle est en cours avec des plans et un investissement des pouvoirs publics assez conséquent, des objectifs fixés volontaristes. Et puis, à l'échelle d'un territoire, les CPTS visent aussi à sortir les professionnels de santé de leur isolement en leur apportant des réponses. Encore une fois, la CPTS n'est pas une structure de soins, elle n'agit pas auprès d'une patientèle, elle agit auprès de l'ensemble des assurés de son territoire et surtout auprès des professionnels du territoire pour leur offrir des solutions pour leurs patients. Et ça, c'est important et c'est quelque chose qu'on va travailler. Et puis, il faut encore et toujours continuer à travailler sur quelque chose qui est un peu tarte à la crème, puisqu'on en parle depuis de très nombreuses années, mais le lien entre la ville, l'hôpital et les établissements médico-sociaux doit toujours être renforcé. On a encore aujourd'hui trop de cloisonnement dans les fonctionnements de ces différents lieux de soins, avec des parcours patients qui sont compliqués par l'absence de communication. Les CPTS sont un des outils en structurant la ville qui vont permettre de faciliter le dialogue avec les structures de soins. Aujourd'hui, un hôpital ne peut évidemment pas dialoguer directement avec l'ensemble des professionnels de son territoire. En revanche, il peut dialoguer avec la CPTS qui se fera le relais auprès des professionnels du territoire des options de coordination des parcours patients qui peuvent être mises en place. Donc ça, c'est aussi un volet qui est un volet de longue date sur lequel on n'est pas du tout arrivé au bout du chemin. Et enfin, vous l'avez mentionné, il y a une évolution des prises en charge à
à continuer de consolider. C'est déjà là aussi assez largement à l'œuvre. Vous l'avez dit aussi, les textes réglementaires doivent maintenant pouvoir paraître pour concrétiser les dernières avancées législatives. On le voit, il faut repositionner les professionnels de santé pour libérer du temps médical, recentrer les médecins sur les actions à valeur médicale ajoutée forte et permettre à d'autres professionnels de santé qui ont la compétence ou qui peuvent l'acquérir de pouvoir se positionner pour décharger le médecin d'un certain nombre de tâches. Vous l'avez dit aussi, les médecins doivent être aidés à la fois en étant déchargés d'une partie de leurs tâches administratives, mais aussi en étant aidés dans leur activité au quotidien, notamment par les assistants médicaux. Alors ça monte bien en charge. On est à plus de 6 000 assistants médicaux aujourd'hui, donc l'objectif de 10 000 est atteignable. Et vraiment, les assistants médicaux, les infirmières en pratique avancée, vous l'avez évoqué aussi, ces nouveaux métiers qui viennent, entre guillemets, en complémentarité de l'action du médecin pour faciliter la prise en charge et offrir des interlocuteurs de proximité aux patients, notamment aux patients en ALD. Donc vous savez, le nombre est croissant, pour avoir un suivi régulier qui ne nécessite pas systématiquement la mobilisation du médecin. Et puis, nous avons aussi, évidemment, les nouvelles technologies qui peuvent apporter des réponses, le développement de la télémédecine, les téléconsultations, lorsque c'est effectué dans des conditions satisfaisantes, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Et là aussi, les derniers dispositifs législatifs sont venus encadrer ce mécanisme pour s'assurer que la téléconsultation soit une téléconsultation de qualité et pas une consultation dégradée, mais aussi la télésurveillance, la téléexpertise sont des réponses qui permettent, notamment sur les territoires ruraux qui peuvent être dépourvus de spécialistes, d'apporter des réponses aux médecins généralistes qui se retrouvent seuls avec une patientèle qu'il a du mal à adresser à un spécialiste de second recours. Donc c'est l'ensemble de ces leviers qui doit être travaillé, qui doit être accentué. Mais là aussi, l'enjeu est de garder une prise en charge de qualité pour tous les patients. L'enjeu n'est pas de créer, entre guillemets, un accès aux soins dégradé, mais bien un accès aux soins de qualité en combinant l'ensemble de ces leviers. Merci. Ça me fait assez plaisir de vous entendre parce que c'est des suggestions que j'avais préconisées dans mon rapport que j'avais fait sur les déserts médicaux. Je pense que c'est une avancée. C'est pas la solution complète, mais c'est un virage qui est intéressant. Merci. Je vous donne la parole à la représentante de l'Association des maires ruraux. Oui, bonjour à tous. Donc, je représente ici l'Association des maires ruraux de France, 12 000 communes adhérentes, des communes de moins de 3 500 habitants. Donc, nous parlons ici de désertification médicale, d'accès aux soins. Dans le monde rural, ces problèmes-là ont apparu bien longtemps avant d'être épandus à peu près tout le territoire. On parlait de 87% du territoire peut-être. Nous étions les précurseurs. Et en tout cas, on trouve le temps long, très long, puisque j'entends tout ce que vous nous décrivez, Madame Pougon, voilà. J'entends tout ça et j'ai l'impression d'entendre ça depuis 4 ans que je suis mobilisée sur cette commission santé. Toujours la même chose, les mêmes projets, les mêmes choses, et sur le terrain, rien du tout. Voilà. Parce que quand on part de rien, il n'y a rien. Voilà. Donc nous, on a eu besoin de démontrer aussi ce que cette désertification médicale avait comme conséquence pour nos habitants, et on a mené des études pendant plusieurs années, 2020-2023, pour quantifier les difficultés et à quoi ça correspondait, cette désertification médicale. Donc ces études ont été menées avec Emmanuel Vigneron, qui est géographe, historien, etc., docteur spécialiste des questions de santé et membre du Haut Conseil de la santé publique. Donc les résultats, c'est édifiant. Déjà, les écarts d'espérance de vie entre le rural et l'urbain, 2,2 années pour les hommes et 0,9 pour les femmes. C'est pas rien quand même. Plus de la moitié des médecins du monde rural qui ont plus de 55 ans, alors qu'il y avait il y a 2 ou 3 ans. Donc là, maintenant, ils se rapprochent de la retraite s'ils ne sont pas déjà partis. Plus de 10 millions de Français à ce moment-là qui étaient dans un territoire où l'accès aux soins était inférieur à la moyenne. Le taux d'intervention du SMUR, ça veut dire quelque chose aussi. Quand le SMUR arrive, c'est vraiment qu'on n'a pas d'autre solution. Supérieur de 25% au milieu rural. L'activité des pompiers, 15% de plus entre 2015 et 2020. Je ne vous parle que de 2020. Et depuis, il s'est envolé. Et leur principale activité étant maintenant le secours à la personne. Et voilà. Et plus de 10% de la population qui vit à plus de 30 minutes d'un service d'urgence, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Nous avons mené une étude sur la répartition des médecins en France
pour voir vraiment comment les choses se passaient. Et on voit que le rural représente 30% de la population, mais seulement 25% des médecins généralistes. Qu'en ruralité, un médecin couvre 30 km² et seulement 5 km en urbain. 2 bassins de vie ruraux sur 3 manquent de médecins généralistes. La moyenne nationale en 2022, c'était de 0,83 médecins pour 1000 habitants. Et donc, il manquerait plus de 6000 médecins pour obtenir l'objectif d'un médecin pour 1000 habitants. Et ce n'est pas très ambitieux, tout ça. Voilà. Concernant la répartition aussi sur le territoire français, nous avons des cartes qui sont toutes à disposition sur votre site Internet. Et on voit clairement que ce qui attire le plus les médecins généralistes comme spécialistes, ce sont les côtes françaises, les Alpes, l'Alsace, région parisienne et plus globalement les métropoles. Sur la question de l'espérance de vie, on avait voulu aller plus loin et quantifier en quoi ça consistait, combien de morts supplémentaires dans le monde rural. Eh bien, à âge et sexe égal, nous avons 14 216 supplémentaires par an, tout simplement par rapport à cette différence d'espérance de vie qui s'est améliorée 2 fois plus vite à la ville qu'à la campagne depuis 1990. On découvre aussi une territorialité des inégalités avec des différences majeures à l'intérieur des départements avec une opposition centre et périphérie. Le centre, c'est les villes-sièges de la concentration des services, notamment de la santé. Voilà, on a l'hôpital, on a tous les équipements. Et puis, plus on s'en éloigne, et plus c'est difficile, avec des zones de surmortalité très importantes, qui sont celles situées en limite des départements, souvent en marge des régions et à cheval sur 2 ou 3 départements. Des secteurs complètement laissés pour compte. En 2023, nous avons voulu travailler sur la consommation des soins hospitaliers. Eh bien, les habitants du monde rural consomment 20% de soins hospitaliers en moins, jusqu'à 30% de dialyse en centre et chimiothérapie en moins, 12% de court séjour hospitalier en moins. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. Et donc, le rôle de la distance, il apparaît vraiment dans ce recours aux soins hospitaliers, en lien avec la rareté, évidemment, des médecins traitants qui engendre une prise en charge beaucoup moindre. Notre dernière étude, qui est assez récente, porte sur les étudiants français qui sont allés étudier la médecine à l'étranger, notamment en Roumanie. Ce sont 250 jeunes Français qui n'ont pas réussi les examens d'entrée à faculté de médecine de santé en France, qui sont partis en Roumanie, qui payent leurs études, qui payent cher et qui ont beaucoup de difficultés pour revenir en France. Donc ça peut être une solution aussi d'en faire revenir quelques-uns en leur facilitant l'accès pour leur stage, pour leur internat, en modifiant un petit peu les dates des concours ou les choses pour que ce soit harmonisé et que s'ils ont fait la première partie de leurs études à l'étranger, ils puissent quand même revenir dans notre pays parce que c'est souvent leur souhait quand même. Voilà. Et donc toute cette énumération, elle est très longue, elle est peut-être fastidieuse, mais pour vous dire ce que c'est que le quotidien d'un maire rural, quand on est dans un secteur qui est très en grande difficulté, voilà, ma commune est en zone rouge, en ZIP. Voilà, la semaine dernière, j'ai eu un décès sur la voie publique, un résident de l'EHPAD qui est décédé à 100 mètres de son établissement. Eh bien sûr, pompiers, en lien avec le SAMU, les gendarmes. Il a fallu rechercher un médecin, encore une fois, pour le constat de décès. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit au SAMU ? Eh bien, ramenez-le dans sa chambre et puis un médecin de garde passera le voir ce soir. Est-ce que ça, c'est acceptable à l'heure actuelle ? Inacceptable. Et bien entendu, les gendarmes qui étaient en lien avec le procureur n'ont pas accepté ça, et moi non plus, je n'aurais pas voulu le faire. Mais ce brave homme, eh bien, il est resté pratiquement 3 heures couché sur la route, le temps qu'un médecin arrive et que les pompes funèbres l'emmènent. Eh bien, on en est là maintenant. Et cette question de constat de décès, on n'évolue pas là-dessus. On nous a dit, la loi Valtou, c'est les infirmières qui vont pouvoir faire les constats de décès. Ce n'est pas encore opérationnel. J'ai rencontré le ministre il y a une quinzaine de jours, les infirmières doivent être formées. Je l'admets, hein, c'est pas rien de faire un constat de décès, mais qu'on aille un peu plus vite. Moi, je trouve que le temps est long, et les lois, les textes, ils sortent, on parle toujours de la même chose, mais rien n'avance. Voilà, j'ai l'exemple d'un couple de personnes âgées de ma commune, le monsieur a Parkinson, donc lui, bien entendu, pas en grande forme, son médecin traitant, il part en retraite, il lui rend son dossier médical. Et qu'est-ce que je fais ? Il n'y a pas d'autre médecin, il n'y a personne. Et en même temps, j'ai ma neurologue à l'hôpital qui est en congé maternité, elle n'est pas remplacée. Qui s'occupe de moi ? Comment je fais ? Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient voir le maire. Et le maire, qu'est-ce qu'il fait ? Rien, parce qu'il n'a pas de solution. Voilà, et ça, c'est tous les jours, je pourrais vous en raconter des pleines pages.
Donc, au niveau de l'Association des maires ruraux de France, nous nous sommes associés avant les élections présidentielles et législatives avec 35 organisations du monde de la santé, des syndicats professionnels, des ordres. Nous avons voulu faire des propositions consensuelles pour ces élections. Donc, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, des stages pour les étudiants en santé hors des lieux de formation initiale, notamment dans le monde rural, où les collectivités pourraient s'engager à aider pour l'hébergement et le transport. Voilà, si on pouvait leur faire découvrir un petit peu nos territoires aussi, peut-être qu'ils découvriraient qu'un désert médical, ce n'est pas vraiment un désert, qu'on a quand même des écoles, contrairement à ce qui peut être dit parfois. Voilà, mettre en place et développer des ESCAP. Alors ça, c'est assez technique, mais c'est des équipes de soins coordonnés autour des patients, voilà, quand il y a une crise particulière. Notre souhait à tous, c'était les installations du guichet unique départementaux pour l'installation des professionnels de santé, pour l'accompagnement des professionnels qui veulent s'installer, les aides éventuelles, aussi aller jusqu'à une répartition territoriale, essayer de les guider, de les aider pour pouvoir desservir tous les territoires. Et puis après, bien sûr, le développement de nouvelles manières de pratiquer pour assurer la prise en charge rapide et de proximité, en favorisant l'exercice mixte ville-hôpital, dont parlait ma voisine, et développer le partage de compétences entre professionnels. Voilà. Et après, on parlera sans doute au cours du débat sur les dernières lois et un petit peu où on en est à l'heure actuelle, mais vraiment, nous, on a l'impression que rien ne bouge. Voilà. Merci. Merci pour vos propos, merci pour ce constat qui démontre la problématique sur le terrain. C'est là où la problématique, et il y a longtemps, vous avez donné un exemple de quelqu'un qui est décédé sur la route, mais quand vous avez une personne qui est très agitée, ça m'est arrivé, vous voulez la faire interner, vous la gardez des heures et des heures à la gendarmerie, et vous êtes là en attendant que il y a un certificat médical qui est quelque chose. Alors je vous dis pas quand c'est la nuit, alors là, je ne dis pas c'est la nuit, mais c'est vrai que c'est un problème récurrent et sur lequel il faut, d'abord nos concitoyens nous en parlent régulièrement, comme le disait le rapporteur, il n'y a pas de rencontre où on ne dit pas qu'on a un problème médical, donc vraiment cette fois-ci il est urgent d'agir. Je vous cède la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'invitation au nom de l'association de citoyens contre les déserts médicaux, une association qui est née en 2016 en Mayenne par mon épouse et moi-même. Sur un simple constat, notre fils de 5 mois à l'époque n'avait pas de médecin traitant. Nous avons appelé l'ensemble des médecins généralistes de l'agglomération lavalloise qui nous ont dit appelez l'ARS, ce sont eux les responsables de cette situation, ce sont eux qui doivent, c'est eux qui sont responsables de la démocratie sanitaire, de la démographie médicale sur le territoire. Nous avons appelé l'agence régionale de santé des Pays de la Loire qui nous ont dit tout simplement allez aux urgences pédiatriques pour le suivi de votre fils. Il était hors de question, en étant déjà tous les deux avec mon épouse infirmier et infirmière à l'hôpital de Laval, d'emmener notre premier fils aux urgences pédiatriques pour le suivi. Donc voilà, j'ai pu me rendre compte que j'étais pas le seul Mayennais et Lavallois dans cette problématique. Et maintenant, nous sommes dans 19 départements avec l'association de citoyens contre les déserts médicaux. Et on fait le même constat que tous ici, qu'il y a une mauvaise répartition des médecins généralistes, des médecins spécialistes sur l'ensemble du territoire. 230 000 médecins en France en 2023, selon les derniers chiffres. Un tiers des Français qui vivent dans un désert médical. C'est votre rapport, monsieur le sénateur, qui le dit. 9 100 000 médecins traitants et 720 000 patients en ALD. Les projections, lorsque j'ai créé l'association en 2016, nous envoyaient jusqu'en 2025. Et à partir de 2025, la courbe, normalement, devait s'inverser. Là, on se rend compte que nous avons encore une bonne dizaine d'années devant nous, que la situation va s'empirer. On peut voir quand même que c'est un réel abandon des bassins de vie dans les 10 ans à venir. Une décennie noire aussi. Voilà, il ne faut pas avoir peur des mots. Comment expliquer cela ? Il y a eu le numerus clausus qui a été créé dans les années 74 avec l'objectif de réduire les consommations de soins et comme ça on réduirait la dépense de santé. Voilà, c'est juste aberrant quand on sait que la population vieillit. La population vieillit, mais pendant ce temps-là, les visites à domicile se raréfient. L'allongement obligatoire des distances parcourues par de nombreux citoyennes et citoyens français pour aller se faire soigner. L'allongement des délais d'attente, par exemple en Mayenne, pour un rendez-vous d'ophtalmo, c'est presque 1 an.
rendez-vous d'orthodontie, c'est en 1 an et demi et hors département. Et tout ça provoque des retards de prise en soins pour nos patients, étant donné que je suis encore infirmier à l'hôpital. On voit beaucoup de retards de soins arriver dans nos services d'urgence. Si à cela on ajoute la mode du déconventionnement par de nombreux médecins, le refus de prise en charge, malheureusement, de nombreux médecins nous disent « je ne veux pas faire du client, je veux faire du patient, je veux prendre le temps avec mes patients » et c'est tout à leur honneur. Et malheureusement aussi cette fracture sanitaire avec les dépassements d'honoraires de nombreux spécialistes. Comme l'a dit Madame le maire tout à l'heure, il y a 2 ans d'espérance de vie en moins dans les zones rurales pour les hommes et 0,9 pour les femmes. Quand on est soignant, c'est juste insupportable d'entendre des choses comme ça. Sans parler également, voilà, il faut penser aussi aux médecins qui exercent actuellement, qui sont surchargés et qui menacent eux-mêmes leur santé. Je tiens quand même à rappeler que le droit à la santé est inscrit dans notre Constitution et que cette pénurie médicale est simplement une rupture du pacte républicain. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 139 médecins généralistes pour 100 000 habitants dans les Hautes-Alpes, 124 pour 100 000 dans les Alpes-Maritimes, alors qu'en Sarthe, 62 médecins pour 100 000 habitants, et dans mon département de la Mayenne, 65 pour 100 000 habitants. On peut voir qu'il y a vraiment une réelle inégalité d'accès aux soins sur notre territoire et nos services d'urgence sont surchargés. On nous demande de mettre en place les services d'accès aux soins, sachant qu'un tiers des médecins acceptent de participer à ce SAS. Voilà, c'est compliqué. Nous, ce qu'on revendique, en tout cas à notre association de citoyens contre les déserts médicaux, c'est d'avoir du courage politique pour réguler de façon, ne serait-ce temporaire, l'installation des médecins, en les décourageant à s'installer dans les zones suffisamment dotées, parce qu'on ne peut pas parler de zones surdotées, ça fait bondir de nombreux médecins et de nombreux politiques, mais voilà, il faut mieux répartir les médecins sur notre territoire national, comme peuvent le faire de nombreuses professions. Les pharmacies sont mieux réparties sur le territoire national, mais souffrent également de la disparition des cabinets médicaux. Voilà, de nombreuses pharmacies se regroupent pour pouvoir survivre. Mais avant toute chose, le soin, la prévention commence par un médecin pour chaque Français. Les infirmiers libéraux, les IPA, c'est très bien, mais il faut aussi recruter dans nos hôpitaux qui sont le premier bassin d'infirmiers pour être formés en IPA. Mais voilà, on peut s'apercevoir quand même que dans nos hôpitaux, comme partout en France, un manque d'infirmiers ont du mal à recruter et à fidéliser nos professionnels de santé. Donc oui, il faut avoir du courage politique pour faire passer certaines mesures qui peuvent peut-être déplaire à 230 000 personnes, mais dans l'intérêt de 9 millions de Français. Merci. Merci à vous trois pour vos propos. Donc je vais céder la parole à mes collègues. Je vais donner la parole à Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers invités, nous traitons aujourd'hui d'un problème que nous connaissons tous par cœur, maintes fois évoqué, un problème qui s'aggrave avec les années, dont aucune politique publique n'est effectivement venue à bout. Les déserts médicaux touchent une commune sur 3 et 8 millions de personnes. Les écarts de densité entre départements varient en moyenne de 1 à 3 pour les médecins généralistes et de 1 à 8 pour les spécialistes. Cela a été rappelé, nous avons près de 227 000 médecins sur le territoire national. 45% d'entre eux sont libéraux, la part des hospitaliers ne cessant de progresser. Et parmi ces libéraux, un tiers d'entre eux ont plus de 60 ans. À population égale, il y a par exemple 4 fois plus de dentistes dans les Alpes-Maritimes que dans la Somme. C'est probablement la conséquence du sucre de la fougassette à fleur d'oranger, chère à Philippe Tabarot. Je pourrais aussi évoquer les insupportables différences de densité médicale chez les cardiologues, les dermatos, les gynécos, ou encore les ophtalmos, où la moyenne française pour obtenir un rendez-vous tourne autour de 80 jours, contre plusieurs mois dans mon département de la Somme. Je l'ai dit, les politiques publiques de lutte contre les inégalités territoriales n'ont pour l'instant pas trouvé de solution. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, avec notamment différentes formes de calinothérapie, avec des incitations à l'installation, mais à l'évidence, tous ces tapis rouges ne suffisent pas, et comme l'a dit le président Longeau, nous sommes restés au milieu du gué. Les gouvernements successifs ont toujours évité les solutions les plus volontaristes. Cette fracture sanitaire s'accroît à toute vitesse, notamment dans nos territoires ruraux, et complète la panoplie des difficultés de mobilité, d'accès au numérique et d'accès aux services publics. Et ce sentiment d'abandon se traduit d'ailleurs par des cris de colère électoraux et parfois, pour ne pas dire souvent, par la renonciation aux soins.
Et j'ai été très ému en écoutant Madame le maire de la Grêle, qui nous a témoigné cette expérience avec effectivement beaucoup d'émotion. J'en viens à ma question qui rejoint finalement l'appel qu'a lancé M. Le Bigot. Considérant que ce triste spectacle est essentiellement financé par de l'argent public, que ce soit par les impôts pour les études des futurs praticiens, que ce soit via les cotisations sociales pour le fonctionnement général des systèmes de soins, ne pensez-vous pas qu'il est plus que temps d'user du coercitif, pour reprendre un propos utilisé tout à l'heure par le rapporteur, de déclencher des états généraux sur le sujet et, par exemple, et au risque de jeter un pavé dans la mare, de jouer sur le levier du conventionnement des futurs praticiens pour que le mot « égalité » inscrit sur nos frontons de mairie concerne à nouveau l'accès aux soins. Merci. Je vais donner la parole à 3 de mes collègues et puis après vous répondrez. Et puis je leur donnerai la parole pour une autre série de questions. Je donne la parole à Nicole Bonnefoy. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Je comprends bien que le misérabilisme ne plaise pas au nouveau ministre délégué de la Santé et à la prévention, mais force est de constater que la situation ne s'arrange pas et chacun ici, évidemment, va le confirmer. La Charente, qui est mon département, n'est pas épargnée par le phénomène, bien sûr, de désertification médicale. En effet, mon département figure toujours dans les 10 premières places du classement des déserts médicaux en France. En début d'année, c'est la maternité de Girac, c'est le centre hospitalier d'Angoulême, qui a frôlé la fermeture, faute de gynécologues obstétriciens. Parallèlement à la raréfaction de cette catégorie de médecins, nous constatons l'envolée du prix des soins en 2024. Selon l'association UFC Que Choisir, plus de 70% des gynécologues médicaux réalisent des dépassements d'honoraires. Une aridité financière qui s'ajoute au désert et au final, une double peine pour les femmes. Selon la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale, 67% des femmes vivent dans un désert médical. Vous le savez, le suivi réalisé par un gynécologue médical est irremplaçable pour le suivi global de la santé des femmes, dépistage cardiovasculaire, ostéoporose, prise en charge de l'infertilité, délivrance de la contraception, au suivi de la ménopause, etc. Ces actes essentiels ne sont plus assurés par manque de médecins ou par impossibilité financière. Si le dépistage du cancer du col de l'utérus peut être assuré par des sages-femmes ou des médecins généralistes, ceci ne remplace pas, bien évidemment, le suivi d'un gynécologue médical. Madame la directrice et conseillère spéciale, la délégation sénatoriale aux droits des femmes a publié en 2021 un rapport remarquable, muni de recommandations solides pour améliorer l'accès aux soins des femmes, tels que la médecine itinérante, le plafonnement d'installation par département, etc. Ma première question est donc celle-ci. Sur quelles solutions planche le ministère pour améliorer la santé des femmes dans les déserts médicaux? Par ailleurs, un récent rapport de l'Académie de médecine plaide pour ce qu'il nomme le réalisme fondé, et je cite, non pas sur le maintien illusoire des petites structures, mais sur une réduction du nombre de maternités. Ainsi, les maternités de moins de 1000 naissances devraient fermer au profit d'une réorganisation globale de l'offre de soins territoriale. Si ce dossier est sur la table au gouvernement, il me semble indispensable de développer en amont et avant la fermeture des dites petites structures, la mise en place de centres périnataux de proximité et d'hôtels hospitaliers proches des maternités pour les femmes en fin de grossesse. Le nombre de naissances hors ville disposant d'une maternité, vous le savez, est en constante augmentation avec un risque accru pour la santé des femmes n'arrivant pas à se rendre à temps à la maternité. Des problèmes de ce genre sont arrivés à plusieurs reprises dans mon département avec des femmes qui ont accouché ou dans les ambulances, sur les bords de route, etc. Donc ma deuxième question, avez-vous connaissance de ce dernier rapport et quelle politique périnatale entendez-vous mettre en œuvre dans les territoires sous-dotés? Est-ce qu'un plan rose national est à l'étude ou pas? Merci pour vos réponses. Merci, chers collègues. Je donne la parole à Pierre Barros. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. En effet, ça va pas bien. La médecine de ville, en effet, est dégradée, mais on est aussi sur un contexte où la médecine, dans les hôpitaux, est aussi très dégradée. Et tout à l'heure, vous parliez de faire venir ou faire revenir des étudiants qui font leurs études à l'étranger. Moi, je connais un hôpital, c'est celui de Gonesse dans le Val d'Oise. Je suis sénateur du Val d'Oise. 60% des médecins de l'hôpital de Val d'Oise sont des PADU. Donc, ce sont des médecins étrangers, d'ailleurs, qui, pour la plupart,
en tout cas pour beaucoup, sont en situation irrégulière, peuvent avoir des obligations de quitter le territoire, donc c'est des gestions ubuesques avec les services de l'État pour les conserver, parce qu'évidemment, il faut les conserver, c'est eux qui font tourner les services. Mais pour revenir sur la question du parcours de soins qui démarre par le prescripteur de base, que le médecin généraliste de ville, qui alimente après ça des spécialistes, qui alimente des pharmacies, qui alimente en fait tout un parcours de soins qui, quand il n'y a pas la prescription à la base, tout s'effondre, très clairement. Aujourd'hui, il y a des solutions pour répondre aux besoins et aux demandes et à la sociologie des médecins qui sortent des études. Il y a la capacité, et je trouve que là, il y a peut-être un petit absent autour de la table, c'est la solution des centres municipaux ou intercommunaux de santé. Moi, j'ai monté un centre municipal intercommunal de santé chez moi. J'ai fait l'expérience après avoir réfléchi sur d'autres formes de structures, parce qu'en effet, on avait les médecins qui partaient à la retraite les uns après les autres, et il m'en restait plus qu'un. Et ce seul médecin qui restait m'a dit gentiment, écoute Pierre, je t'aime bien, et moi, si je reste tout seul, je me casse. Et là, on se retrouvait avec un bassin de vie d'à peu près 20-25 000 habitants, sans plus aucun médecin. Donc on s'est vu avec les collègues autour, et donc on a réfléchi sur la façon dont on allait réagir. Et c'est vrai que là, à partir de là, on a vu plusieurs expériences souvent malheureuses, où on allait chercher des médecins dans les villes adjacentes. Donc les collectivités se retrouvent en concurrence les unes avec les autres, et à partir de là, c'est quand même pas correct ce qui se passe. Surtout que ça ne change rien, parce que les médecins se déplacent avec leur patientèle. Donc au fond, on ne ramène pas de médecins nouveaux sur le territoire. Il y a les maisons pluridisciplinaires de santé. Et là, on arrive dans un système de concurrence qui est quand même rude par rapport aux cabinets médicaux privés. Et là, en fait, c'est la foire d'empoigne, et on fait monter les enchères. Parce que les médecins vont se positionner, on se retrouve face à des médecins qui sont dits des médecins mercenaires, qui vont aller au plus offrant, et en tout cas avec les conditions d'accueil les plus intéressantes. Et donc, fort de toutes ces expériences, on a monté ces centres municipaux de santé, et qui sont très intéressantes parce qu'elles répondent aux besoins en tant que médecin salarié de changement de métier, de façon de faire son métier. Il y a un accompagnement administratif pour toutes les tâches administratives. Il y a une communauté de médecins qui travaillent ensemble, donc un travail d'équipe qui est très intéressant. Il y a éventuellement des spécialistes, il y a éventuellement des infirmières. Enfin voilà, il y a tout un pool qui fonctionne en équipe sur un bassin qui fonctionne, qui est géré intercommunalement. Et le problème premier, là aujourd'hui, ce matin, je pense que ça aurait été pas mal qu'on ait quelqu'un de la Fédération nationale, parce qu'ils sont extrêmement moteurs sur la constitution, l'organisation et l'accompagnement des collectivités pour monter de ces structures. Par contre, à la fin, il y a un reste à charge. Et ça refroidit tout le monde. Et moi, j'ai bossé beaucoup avec des collectivités autour pour les aider à monter et les façon à ce qu'ils s'ouvrent un peu à ce genre de solutions. Et c'est vrai que sur un centre de santé, on se retrouve avec à peu près 30% de subventions d'équipe des collectivités pour que ça fonctionne. Donc moi, ma question, c'est quand est-ce que l'État, l'ARS entre autres, parce qu'elle aide sur l'investissement, elle aide à l'acte. Par contre, à quand une subvention d'équilibre, de façon à ce qu'à un moment donné, les collectivités qui se lancent dans cette aventure parce qu'il y a une défaillance de l'État, et bon voilà, il faut que chacun y mette au pot pour que ça fonctionne, mais en effet, une subvention d'équilibre pour le budget des centres de santé serait tout à fait bienvenue, et je pense que c'est un axe de travail qui serait tout à fait intéressant pour les collectivités qui partent dans ce genre de structure. Madame Poujon, je vous donne la parole, parce qu'il me semble que les questions vous sont plutôt adressées à vous. Merci. Je vais essayer de répondre dans l'ordre des sujets évoqués. Sur la coercition, vous le voyez, on en a un petit peu parlé les uns et les autres en introduction. On a aujourd'hui un problème d'attractivité des professions de santé en général, et on a un problème d'attractivité de la médecine générale en ville. Et la difficulté de la coercition, c'est qu'on risque de détourner d'éventuels candidats à l'installation en ville vers d'autres modes d'exercice, soit un mode d'exercice en établissement de santé, soit vers d'autres spécialités, en sachant que la médecine générale, vous le savez, aujourd'hui est une des spécialités les moins favorisées par les étudiants en médecine. Et donc, la coercition, c'est entre guillemets un bâton à
à manier avec précaution si on ne veut pas faire fuir de futurs candidats à cette profession. Donc le choix qui a été fait jusqu'à présent, effectivement, est plutôt d'œuvrer sur d'autres leviers pour essayer de ramener des professionnels de santé sur les territoires sur lesquels aujourd'hui ils ne s'installent pas, et de ne pas aller effectivement vers la coercition. Maintenant, j'entends et je mesure l'impatience et la difficulté des territoires sur lesquels vous n'arrivez pas à faire installer des médecins, et avec des populations qui se retrouvent en grande difficulté pour leur accès aux soins. Mais encore une fois, le pari qui a été fait à ce stade, c'est plutôt de multiplier les leviers. Et là encore, comme le disait Madame la maire, il faut qu'on agisse ensemble. Vous l'avez évoqué aussi, Monsieur le sénateur, on a aujourd'hui des effets de concurrence délétères entre les territoires qui sont tous en difficulté, et donc qui rivalisent d'inventivité pour essayer d'attirer des professionnels de santé. Il faut qu'on arrive à coordonner cette action, il faut qu'on arrive à l'échelle d'un territoire à établir des règles qui permettent d'attirer des professionnels, mais sans créer ces jeux de concurrence qui finalement conduisent aux effets inverses à ceux poursuivis. Vous l'avez évoqué, Madame la sénatrice, on a, pas que sur la médecine générale, mais aussi sur certaines spécialités, des déficits aujourd'hui de démographie et des territoires qui sont particulièrement en difficulté. Vous avez cité la gynécologie médicale, c'est un vrai sujet. On a de moins en moins de gynécologues médicaux. C'est une profession qui n'attire plus. Vous avez un premier effet qui est que c'est une des spécialités médicales qui est aujourd'hui la moins rémunératrice. Elle fait partie des spécialités en bas de l'échelle des rémunérations chez les médecins. C'est quelque chose qui est bien identifié, sur lequel l'assurance maladie travaille dans les derniers avenants et les dernières négociations avec les médecins pour essayer de revaloriser, tout comme la pédiatrie, la gynécologie médicale, pour que les médecins gynécologues de ville soient aussi financièrement dans la même situation que les autres spécialités. Vous l'avez dit aussi, une autre solution qui est quelque chose qui est travaillé en ce moment, c'est ce que vous avez appelé la médecine itinérante. Plusieurs leviers sont travaillés et en cours de déploiement pour certains. Vous le savez, la ministre de la Santé, Agnès Firmin-Le Bodo, avait lancé un programme sur les médicobus, qui sont des bus lancés d'ailleurs en partenariat avec les territoires ruraux, qui sont des bus qui ont vocation effectivement à se déplacer dans les territoires ruraux pour offrir une médecine générale de proximité aux résidents de ces territoires. On en a à peu près une trentaine qui sont en train qui sont en place ou qui sont en train de se mettre en place, et on fera évidemment une évaluation pour regarder si c'est quelque chose qu'il convient de poursuivre et d'amplifier, ou si finalement la réponse apportée n'est pas forcément suffisante, mais en tout cas c'est intéressant. Et par ailleurs, il y a autre chose qui est en train d'être travaillée, notamment dans le cadre des discussions conventionnelles en cours avec la profession, c'est la notion de consultation avancée, c'est-à-dire permettre à des médecins qui exercent sur un territoire d'aller exercer une journée par semaine, par exemple, dans un territoire sous-doté, afin de permettre à la population de ce territoire d'avoir accès notamment à la spécialité qui n'est plus présente chez eux. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé. Ça pourrait être intéressant. Il faudrait des locaux qu'on puisse mutualiser, où effectivement les médecins spécialistes des territoires avoisinants viennent à tour de rôle délivrer des consultations et des actes de second recours auprès de populations qui n'ont plus de spécialistes de proximité. On l'a évoqué rapidement, mais ce qu'on constate, c'est qu'un généraliste, il ne s'installe pas sur un territoire où il n'y a plus de spécialistes, parce que par définition, il va être en difficulté, il aura une patientèle qu'il ne peut pas adresser pour les soins de second recours. Donc il faut qu'on arrive à la fois à attirer la médecine générale, mais aussi à faire revenir des compétences de spécialité au plus près des territoires. Donc c'est les axes de travail qui sont poursuivis. Et sur les maternités, vous l'avez dit, on a un sujet petite maternité qui n'est pas nouveau, vous le savez. On a à la fois un sujet de sécurité à assurer, mais aussi un sujet de proximité pour les femmes qui doivent accoucher. Le dispositif qui a été mis en place ces dernières années, c'est le dispositif d'hébergement temporaire maternité, qui permet effectivement à des femmes pour lesquelles la maternité de référence qui correspond à leurs besoins, donc une maternité de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3, est située, alors de mémoire, à plus de 50 km de leur domicile. Pour ces femmes
femmes-là, il y a un dispositif de prise en charge, de nuitée, d'hébergement à proximité de la maternité quand elles arrivent à proximité du terme de leur grossesse. Donc c'est un dispositif qui s'est déployé il y a déjà plusieurs années, ça fait au moins 2-3 ans qu'il existe. Il faut aussi que les médecins de ville et les gynécologues s'en emparent, entre guillemets, pour pouvoir le proposer à leurs patientes. Et l'objectif, effectivement, c'est le médecin généraliste, éventuellement, qui va suivre la femme pendant sa grossesse, peut, lui, tout à fait faire ça. Et elle va être adressée, de toute façon, à un établissement de santé pour son suivi gynécologique de fin de grossesse. Donc, l'objectif, c'est qu'effectivement, les partenariats avec ces maternités permettent la mise en place de ces dispositifs. Mais, vous l'avez dit, ça ne remplacera pas la gynécologie de proximité. Et là, il nous faut travailler sur l'attractivité de cette spécialité. Et puis, enfin, pour répondre à Monsieur le sénateur du Val-d'Oise, on a les centres de santé, c'est quelque chose qui se développe. Il y a un soutien fort des pouvoirs publics au développement des centres de santé, qu'ils soient d'ailleurs municipaux, communaux, intercommunaux ou d'autres formes. C'est un modèle qui est attractif, vous l'avez dit, pour certains professionnels, parce qu'effectivement, ça repose sur du salariat, sur des équipes. Ils ne sont pas isolés. Ils ont par ailleurs un appui administratif, comme vous l'avez signalé. Ça offre aux patients un accès aux soins sans avance de frais, et ça, on le dit pas suffisamment souvent, mais sur certains territoires, il y a un vrai enjeu à supprimer l'avance des frais faits par les patients pour libérer l'accès financier aux soins. Et donc, c'est un modèle qui, évidemment, est très intéressant et soutenu. On a un problème de modèle économique des centres de santé qui n'est pas pleinement résolu. Les centres de santé ont du mal, effectivement, à s'équilibrer économiquement. Il y a eu un investissement fort. La dernière négociation avec l'assurance maladie a remis 25%, a augmenté de 25% les financements forfaitaires des centres de santé, mais on voit qu'aujourd'hui, on a encore des centres en difficulté. Le gouvernement a missionné l'IGAS pour travailler sur ce sujet. Le rapport devrait être rendu prochainement, effectivement, et voir quelles propositions on peut faire pour soutenir économiquement le modèle des centres de santé et leur apporter une viabilité, puisque, encore une fois, c'est un modèle de soins auquel on croit, tant pour les professionnels que pour les patients. Ce n'est pas le modèle unique idéal, mais ça offre une réponse satisfaisante dans un certain nombre de situations. Donc, c'est quelque chose qui est regardé. Et puis, c'est un modèle qui est aussi travaillé dans le cadre des expérimentations en cours, notamment les expérimentations dites de l'article 51, qui ont permis d'aller regarder ce que pouvaient donner des innovations, notamment des centres de santé sexuels, des centres de santé communautaires qui permettent d'apporter des réponses spécifiques à des populations qui sont des populations hors normes du point de vue de l'accès aux soins, notamment quand vous avez des populations très éloignées du soin, des populations non francophones. Ça permet d'apporter un certain nombre de réponses que la médecine de ville en cabinet isolé ne pourra pas apporter seule. Si je peux me permettre, Monsieur le Président, la solution publique, ce qui est intéressant, moi je l'ai vécu, a boosté aussi l'installation de médecine libérale. Et on a mis en place ce centre de santé et des médecins libéraux sont arrivés aussi ensuite. Donc c'est comment on amorce en fait une démarche vertueuse qui est intéressante pour tout le monde et qui ramène globalement des médecins nouveaux sur les territoires. Merci. J'ai bien compris sur le fait des difficultés peut-être d'être coercitif, mais il y a peut-être une idée qui a surgi du rapport qu'a fait le rapporteur au juin. C'est peut-être de faire une sélection en amont entre, j'allais dire, alors c'est compliqué, entre quelqu'un qui entre en fac, de choisir celui qui est plutôt issu d'un secteur où il n'y a pas de médecin. Alors effectivement, je n'ose pas dire le mot, c'est une sélection qui est compliquée, mais puisqu'on ne peut pas effectivement avoir le fait que les médecins aillent là où il faudrait mieux qu'ils aillent, c'est peut-être une idée qu'avait soulevée le rapporteur. Tu avais effectivement... Vas-y. Et ça ne me gêne pas, moi. L'idée, c'était de mettre en place des quotas. On fait de la discrimination positive dans certaines grandes écoles. Pourquoi est-ce qu'on ne l'assume pas dans le cadre de la sélection pour la médecine? Autrement dit, on sait très bien, quand on regarde les statistiques, que les médecins qui s'installent dans les territoires ruraux sont en général issus de ces territoires, enfin de territoires ruraux, pas forcément géographiquement les mêmes, mais globalement.
Donc si, en fait, dans la présélection, on va déterminer un certain nombre de quotas de jeunes étudiants qui seront choisis dans ces territoires-là, on a de fortes chances de les voir s'installer dans les territoires ruraux, donc ce qu'on appelle les déserts médicaux. Si le Président le permet, je voudrais rajouter quelque chose, parce que je suis très inquiet d'utiliser toujours cette expression déserts médicaux, parce qu'elle est détournée, cette expression. En fait, pourquoi quand on discute avec des jeunes médecins ou des étudiants en médecine, déserts médicaux pour eux, c'est d'abord désert tout court. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ces territoires. Ils disent, pourquoi nous irions dans des territoires où il n'y a rien? Donc le désert médical, pour eux, est d'abord un désert. Et ça, je trouve qu'il faudrait qu'on change déjà notre vocabulaire par rapport à cela. C'est un peu comme, effectivement, ce qu'on entend dire avec la crise des agriculteurs actuellement, où on dit que les agriculteurs ne gagnent pas leur vie. Comment vous voulez qu'on encourage des jeunes à se lancer, effectivement, dans l'agriculture si on dit que la rémunération n'est pas suffisante? Donc, en fait, ces quotas me semblerait une solution. Et puis il y a une deuxième solution, peut-être aussi pour ça, c'est aussi d'accepter de délocaliser les formations dans ces territoires-là. Et là, il faut booster un peu le cycle universitaire pour que, en fait, là aussi, parce que si vous leur demandez leur avis, de toute façon, la réponse sera non. Donc ça peut être qu'une mesure aussi coercitive pour ça. Je veux dire, la coercition ne doit pas être vue uniquement comme un médecin qui arrive à son installation et on lui dit « tu vas t'installer à tel endroit ». Non, la coercition, c'est avoir le courage de prendre des décisions en amont. Et puis après, il y a une autre règle qui est évidente, c'est que dans un cycle si long de formation, sachant qu'on finit à 30 ans, déjà on s'est installé un peu dans la vie, quoi. On a trouvé son conjoint, sa conjointe, enfin voilà, on a des enfants. Donc on ne peut pas changer la règle en cours de route. Donc il faut aussi se dire, il faut que peut-être on ait deux voies. Enfin, l'idée sur laquelle nous allons travailler d'ailleurs avec cette mission, il y a peut-être deux voies possibles. Une voie d'étudiants qui auraient une filière qui leur garde cette liberté totale d'installation qui existe aujourd'hui, avec des conditions que l'on peut discuter. Puis une autre voie qui aurait un certain nombre peut-être d'avantages que nous pourrions trouver ou de particularités qui mènerait avec une obligation d'installation pendant un certain nombre d'années sur un certain nombre de territoires en carence. Donc voilà, le champ est assez vaste et c'est l'objectif du travail que collectivement, sous la houlette du Président, nous mènerons. Merci. Je vais donner la parole à Fabien Genet. Merci, Monsieur le Président. J'avais envie de vous dire, Monsieur le Président, de nous dire, chers collègues, how dare we, comment ose-t-on encore parler d'équité territoriale en matière d'accès aux soins? Ça a été très bien dit, nous sommes désormais dans une situation de totale inéquité territoriale et nous sommes même dans la phase ultérieure qui est celle de l'impossible accès aux soins. Je souscris pleinement au tableau extrêmement sombre, même si malheureusement très réaliste, que nos intervenants ont pu dresser, en particulier la représentante de l'association des maires ruraux, mais également M. Le Bigot. La situation est effectivement désormais indigne de notre pays, de ses valeurs, de ses principes, de son rang et de sa puissance économique. Indigne car il en va du bien le plus précieux qui est la santé. Indigne car la situation se dégrade depuis au moins 15 ans. Indigne car ce sont les plus fragiles, les plus vulnérables de nos concitoyens qui peu à peu ne réussissent plus à se faire soigner. Alors je sais que dans cette maison, dans cet hémicycle, dans cette commission, nous sommes là pour chercher le plus cliniquement possible des solutions pour améliorer les solutions, mais franchement, Madame la représentante du ministère de la Santé, il n'y a rien de personnel dans ce que je vais dire, mais on est obligé de relayer aussi la colère, la rage et le désespoir que l'on ressent dans un certain nombre de territoires parce que nous en sommes là. Et donc les discours très cliniques de effectivement, il n'y a pas de solution magique, faut prendre son temps, malheureusement ça prend du temps. J'ai été maire avant d'être sénateur, ça fait 15 ans que j'entends ce discours. Dans ma commune, à Digoin, en Saône-et-Loire, on a perdu la moitié des médecins en 2015. C'est déjà le discours que l'État me tenait. Ça fait 9 ans
Et donc, je veux bien qu'on attende encore 9, 10, 15 ans, mais ce n'est plus possible. Et donc, cette rage, ce désespoir que manifestent désormais les gens qui n'arrivent plus à trouver de médecins, et pas seulement sur place à 2, à 5, à 15, à 20, à 30 km ou à 50 km, ils l'expriment auprès des derniers médecins présents sur le territoire, auprès des secrétaires médicales qui sont en première ligne et qui n'en peuvent plus. Et donc, il y a un moment, ces discours très policés, je crois qu'il faut aussi faire entendre cette colère que excusez-moi de manifester à cet instant, mais franchement, je crois que le ministère ne prend pas la mesure de ce qui se passe sur le terrain et ça va aller en se dégradant de plus en plus, on le sait très bien. Vous avez parlé, M. Le Bigot, de décennie noire. Malheureusement, nous sommes rentrés dans cette décennie. Et donc, effectivement, exprimer la colère, ça n'a jamais résolu les problèmes, mais je crois qu'on ne peut pas... on ne peut pas faire comme si cela n'existait pas, parce que les gens vont se révolter. Et ils commencent déjà sur le terrain à se révolter. Dans la maison de santé pluridisciplinaire, chez moi, on est obligé de rajouter des protections, des plexiglas de sécurité, de mettre des portes, etc. etc. Ça prend et ça ne s'améliorera pas. Et effectivement, tout ce qui a été décrit, on le vit chacun sur nos territoires, dans beaucoup de territoires, avec effectivement une surenchère à laquelle les collectivités sont désormais contraintes et on multiplie les bourses, les tapis rouges pour faire venir les médecins, ça devient du grand n'importe quoi. Donc puisqu'il faut quand même, au-delà de la colère, exprimer quelques questions et précisions techniques, moi je voudrais vous interroger également sur ce que nous vivons sur le terrain, sur ces fameuses cartographies d'aide, les ZIP et les ZAC, puisque ce sont des arrêtés annuels du DG de l'ARS qui fixent cette cartographie. Et malheureusement, il y a un pourcentage de population qui peut bénéficier de ce type de classement en ZIP par territoire. Et donc, lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a un problème quelque part, à l'arrêté du DGRS suivant, pour classer un territoire en ZIP, il faut en déclasser un autre. Donc, est-ce que sur cette problématique technique, vous êtes prêt à faire sauter ce verrou pour que, lorsqu'on essaye de trouver une solution pour un canton, on ne soit pas obligé automatiquement de déclasser le canton d'à côté, ce qui est extrêmement compliqué. Deuxièmement, une question très précise, vous avez parlé du numerus clausus, vous avez abordé le sujet en disant qu'il faut bien sûr prendre en considération les besoins, mais également les capacités de formation. Est-ce que, au regard de l'enjeu que cela représente, vous pouvez aujourd'hui nous donner des chiffres précis sur l'augmentation qui est en cours? Et est-ce que, ma question, c'est en quoi les capacités de formation brident-elles aujourd'hui cette augmentation du nombre de médecins formés? Et s'il y a un frein à ce niveau-là, est-ce que le ministère a envisagé d'augmenter les capacités de formation, de faire évoluer les formations pour arriver à cela? Nous avons également vécu sur mon territoire, dans mon département, la très grande difficulté pour accueillir des médecins étrangers qui veulent venir, avec des passages en commission qui prennent 1 an à 1 an et demi. Je sais qu'il y avait un problème de stock, que ça s'améliore. Mais franchement, au regard de la situation, avoir des médecins qui ont un projet d'implantation dans des territoires sous-denses et les faire attendre 1 an et demi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, quelles mesures le ministère souhaite-t-il prendre pour améliorer les choses? Et enfin, moi, je ne comprends pas que vous parliez, madame, mais c'est un mot qui est repris par les collègues, de coercition. Est-ce que lorsqu'on affecte un professeur dans un collège ou un lycée, et lorsque un pilote de chasse va poser son avion sur une base aérienne, est-ce que l'on parle de coercition? Est-ce que finalement, ça a été rappelé, le système de santé est très largement administré et financé par des deniers publics en France? Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement parler d'affectation des moyens aux besoins et faire en sorte qu'en France, en 2024, les patients qui ont besoin de médecins puissent avoir recours en proximité à cette solution et puissent finalement se soigner? Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Simon Maisonnat. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs.
Je crois qu'on est nombreux à partager les propos de notre collègue Fabien Genet. J'ai pu observer les réactions dans la salle. Sans exagérer, l'heure est grave et ça fait maintenant plusieurs années que ces constats sont connus, partagés et surtout vécus sur le terrain. Et probablement qu'au-delà de cette audition, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, il conviendra, et au-delà de notre propre commission, d'aller plus loin et plus vite sur ces sujets-là. Moi, je voulais revenir sur quelques points. Tout d'abord, sur le destin des territoires ruraux. Ça a été dit, là aussi, ça a été rappelé par Madame la représentante de l'Association des maires ruraux. On parle de la diminution de l'espérance de vie pour les habitants des territoires ruraux, mais il faut aussi parler des pertes de chance, notamment quand on doit avoir recours aux urgences. Et là, moi, j'ai quelques exemples en tête, mais je pense que dans beaucoup d'autres départements, c'est le cas. Quand vous avez des SMUR qui ne peuvent pas fonctionner, vous faites appel à des SMUR qui sont à plus d'1 heure de route, ben, mécaniquement, les habitants de ces territoires-là voient leur chance d'être pris en charge au bon moment très sérieusement diminuer. De la même façon, on parle de la démographie médicale. Alors tout ça est relatif, on en a bien conscience les uns les autres, mais je vais donner l'exemple du pays Centre-Ouest Bretagne qui recoupe 3 départements, Finistère, Côte-d'Armor et Morbihan, sur le sujet par exemple des dentistes. Alors la moyenne régionale est sur la moyenne française, donc c'est souvent l'argument qui est opposé pour dire que ne vous plaignez pas. Au niveau régional, donc on est à 5,5, 5,6 pour dentistes pour 10 000 habitants. Pour ce pays Centre-Ouest Bretagne, qui est en zone d'intervention prioritaire, on est à 2,5. Et on pourrait donner évidemment bien d'autres exemples. Mais donc toutes les réponses que vous nous faites, Madame la représentante du ministère, et encore une fois, il n'y a pas d'attaque ad hominem, il n'y a pas de remise en cause personnelle, ne sont pas entendables, pas acceptables de façon très claire. Alors vous évoquez des solutions qui sont plus ou moins mises en œuvre, l'exercice coordonné. Alors là aussi, on est d'accord, évidemment, avec les médecins, sauf que les collectivités se retrouvent en première ligne et qu'il faut redire ici que ça n'est pas leur compétence. Ça n'est pas leur compétence. Elles mettent des moyens sur la table. Les communes, les premières, on a l'exemple de centres de santé avec des médecins salariés, etc. C'est bien la responsabilité de l'État. Or, évidemment, les citoyens, quand ça ne va pas, se tournent vers leurs élus locaux. C'est eux qui sont en première ligne. Mais c'est la responsabilité de l'État. Et tout le discours consistant à dire finalement l'exercice coordonné, etc., tout ça, c'est transférer dans le discours et dans les actes, dans les financements, la responsabilité vers les collectivités. Et j'ai l'exemple d'une commune où il y a 3 médecins, 2 partent en retraite. Le dernier dit si je suis tout seul, je m'en vais aussi. Je m'en vais aussi. Et il n'y a pas de solution là portée par le ministère. De la même façon, sur les territoires vie santé, là aussi, on est sur quelque chose de très technocratique. On nous répond, oui, mais rendez-vous compte à l'échelle du territoire vie santé. Oui, mais quand vous avez affaire à des habitants qui vieillissent, qui ne peuvent plus se déplacer, où les médecins refusent, ne peuvent plus, de toute façon, n'ont plus le temps de faire des visites à domicile, ce raisonnement à une maille technocratique, de fait, n'a aucun sens, ni pour les habitants, ni pour les élus locaux, sans compter, je l'ai remonté à l'ARS, une très bonne discussion avec la directrice générale, c'est pas le sujet, mais des problèmes de remontée de données, où on voit qu'en fait, l'ARS n'a pas les bons chiffres, n'a pas connaissance de médecins qui ou sont partis en retraite ou vont le faire dans les semaines ou les mois qui viennent, donc ça biaise tous les chiffres qui sont utilisés pour le zonage dont parlaient les collègues, sans parler du recours à des chasseurs de tête. 10 ou 15 000 euros, là encore, sur les budgets des communes, avec une concurrence effrénée. Vous en parliez, Madame, tout à l'heure, la concurrence entre collectivités, mais c'est en fait l'État qui conduit les collectivités à se livrer cette concurrence, parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc ce sera au plus offrant, à celui qui mettra le plus de moyens et qui, là encore, pénalisera les collectivités rurales les plus petites. Sur le lien ville-hôpital, là aussi, on est d'accord sur le principe, sauf que quand les hôpitaux des territoires ruraux se retrouvent aujourd'hui tous en très très grande difficulté, l'ensemble de l'hôpital public est sinistré, mais les hôpitaux ruraux plus particulièrement. J'ai l'exemple de l'hôpital de Redon-Carentoire ou du centre Bretagne. Derrière, mécaniquement, les lits qui ferment, le fameux virage ambulatoire,
Sauf que ça ne fonctionne pas. Les services d'urgence qui deviennent des services d'hospitalisation, des urgences qui en réalité sont régulées, fermées. Moi, j'ai encore en tête la question que j'ai posée à Madame la Ministre, et sa réponse, c'était de me dire « Non, mais vous inquiétez pas, les urgences fonctionnent très bien ». La veille même de sa réponse, les urgences, le SMUR ne fonctionnait pas. Et les urgences étaient régulées. Donc tous ces éléments-là ne sont pas entendables ni acceptables par des habitants qui depuis des années subissent ces contraintes. Sur la maternité, on a de nombreux exemples dans nos départements. Si vous n'avez pas de pédiatre, la maternité ne peut pas fonctionner. Et donc très régulièrement, nous avons les directeurs d'hôpitaux ou directrices qui nous disent moi je passe toutes mes semaines à essayer de combler le gruyère. Combler le gruyère pour permettre au service de fonctionner. Enfin, c'est absolument catastrophique. Et je terminerai en ayant un mot sur la psychiatrie. C'est une bombe à retardement qui a déjà assez largement explosé dans la foulée de la crise sanitaire. C'est absolument dramatique. On a plusieurs établissements publics de santé mentale dans le département. Je pense que c'est pas pareil dans les autres territoires. Aujourd'hui, avec des conséquences en chaîne. Sur les autres services de santé, sur les collectivités qui sont en première ligne quand dans des HLM, vous avez des personnes qui devraient être suivies, qui ne le sont pas, etc. Donc, avec des conséquences sociales majeures. Donc, sur les solutions que vous avez évoquées et que d'autres collègues ont soulignées, sur les formations délocalisées, oui, il faut aller plus loin. Dans le Morbihan, nous avons des initiatives qui fonctionnent plutôt bien sur les premières années de santé, délocalisées à Lorient, à Vannes, à Pontivy, par exemple, en lien avec Rennes. Ça fonctionne bien, mais il faut aller plus loin et il faut augmenter le nombre d'étudiants qui peuvent en bénéficier parce qu'en effet, comme ils habitent les territoires, ils les connaissent, ils auront beaucoup plus de latitude et l'envie d'y exercer plus tard. Et sur la régulation, moi je rejoins aussi ce qu'ont dit beaucoup de collègues, il faut l'assumer. Certes, les médecins généraux ne sont pas des fonctionnaires, mais en réalité, tout leur parcours est financé par des formes d'argent public, d'une manière ou d'une autre, de la formation initiale jusqu'à l'exercice de leur profession. Et donc, la puissance publique, elle doit avoir un discours clair, d'autant qu'on peut se dire les choses. Oui, les conditions de travail ne sont pas simples, mais honnêtement, c'est quand même pas la profession qui gagne le moins en France, rapporté au temps passé. Donc là aussi, il faut que chacun prenne ses responsabilités et sur les choix financiers. Alors, ce n'est pas de votre ressort, évidemment, c'est du politique, mais on a eu l'occasion lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale avec d'autres collègues de plaider pour des recettes supplémentaires et donc des moyens supplémentaires, des moyens financiers, parce que tout ce que l'on dit là sur l'hôpital, sur la régulation, etc., ça réclame des moyens. Il faut que le gouvernement entende cela. Or, les dernières nouvelles, a priori, ne vont pas dans ce sens. Et donc, oui, il faut, au-delà du fameux virage dont on parle, il faut un virage politique très clair, avec une volonté politique affirmée de garantir l'équité, l'accès des soins à tous les habitants de notre territoire et d'y mettre les moyens financiers, d'y mettre les moyens humains et arrêter les tergiversations, les atermoiements. Ça, très clairement, et je pense que de façon assez unanime, c'est partagé dans les travées de cette salle et j'en suis très heureux. Merci. J'ai encore beaucoup de demandes de parole, si on peut raccourcir un peu les questions. Pierre-Jean Rochette. Merci, Président. Bon, tout d'abord, je crois que, en tant que sénateur de la Loire, et j'associe Hervé à mes propos, nous sommes ravis d'accueillir Madame la maire de la Grêle, parce que, chers collègues, si vous ne le saviez pas, la Grêle est dans la Loire. Chère Isabelle, sois la bienvenue. Alors, deux constats et deux questions. Le premier constat, est qu'on ne peut pas décorréler tout le travail qu'on fait autour de l'attractivité et de la volonté de faciliter l'engagement de la fonction de maire et des élus locaux en se disant que si on ne règle pas ces problèmes-là, ça va aller mieux. Parce que pousser les maires, et principalement les maires ruraux, face à des situations qui sont insolubles, ce n'est pas favoriser l'engagement d'élus locaux. Et ce qui a été présenté par notre collègue Isabelle est tout à fait le constat de la réalité. Aussi, et ça va de pair, on peut vraiment mettre les deux sujets ensemble, l'aménagement du territoire. Parce que s'il y a bien un sujet en France où, par contre, là, la coercition, elle fonctionne, c'est sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Parce qu'on dit aux maires, vous devez fixer vos populations, plus rien ne doit bouger. Par contre, ça peut marcher, à condition qu'il y ait l'égalité
et l'équité des soins et des accès aux services publics. Et ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est précisément ça. En zone rurale, personnellement, je considère qu'on a 3 niveaux de service minimum. Le premier, c'est effectivement le médecin généraliste. Le deuxième, c'est le service d'urgence. Sans ça, on n'arrive pas à tenir nos populations. Et le troisième, c'est le secteur médico-social, c'est l'EHPAD, c'est le SSR. Et le SSR, on ne demande même pas des SSR spécialisés, on demande des SSR plutôt polis, qui savent globalement faire de la sortie d'opération. Parce que le SSR, c'est la reconnexion du patient avec sa famille dans son territoire. On pourrait aussi parler des sages-femmes, parce que c'est un sujet qui permet de tenir aussi les populations jeunes sur nos territoires ruraux. Si nous n'avons pas ces 3 niveaux, on n'arrive pas à tenir nos populations. Et moi, j'ai 2 questions. La première, c'est que pensez-vous et avez-vous déjà un recul sur l'arrivée des infirmières en pratique avancée sur les territoires, aussi bien en établissement que s'il y en a déjà en libéral? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça a réglé des problèmes sur le terrain, et plus particulièrement en zone rurale? Et puis la deuxième question, qui est, et j'ai bien entendu, madame, que vous ne vouliez pas donc faire de coercition pour l'installation des médecins, c'est un choix, je le respecte. Par contre, nous avons voté des lois récemment ici, enfin que vous pensiez que ce n'était pas la solution, pardon, enfin qu'il y avait des effets indésirables derrière tout ça. Est-ce que nous pourrions, parce que nous avons voté ici des passerelles qui permettent notamment aux étudiants, aux infirmières, pardon, ou aux professionnels de santé de reprendre leurs études de médecine en 3e année, des passerelles qui ne sont encore pas suffisamment connues, hein, et qui sont, c'est une avancée très importante. Ça démarre maintenant. Et puis on a parlé aussi de ces médecins qui se font former à l'étranger. On a parlé de la Roumanie. Alors je suppose qu'on parle de l'université de Cluj-Napoca, mais globalement, est-ce qu'on ne peut pas, si ce n'est pas de la coercition, de l'incitation, dire OK, on facilite le retour aux études de médecine en permettant l'accès directement en 3e année, et on favorise aussi le retour des Français qui sont allés se faire former à l'étranger. Par contre, on les incite à s'installer en zone rurale. On ne serait pas dans la coercition, on serait dans la facilitation et l'incitation. C'est un peu différent dans l'approche, et ça permettrait, je pense, d'accompagner mieux les territoires ruraux. Merci. Je vais donner la parole à Hervé Reynaud. Oui, Président, tout d'abord, merci d'avoir remis à l'ordre du jour ce sujet, parce que bien qu'il soit connu, identifié, on voit bien qu'aujourd'hui, il est majeur. Et il s'agit aujourd'hui de concrétiser un certain nombre d'inquiétudes, de colère, je rejoins ce qu'a dit notre collègue Fabien Genet, mais aussi de désespoir, notamment chez un certain nombre d'élus. Ça participe, là aussi, j'allais dire, de la désespérance d'un certain nombre d'élus dans leur engagement également d'élus locaux, puisqu'on le voit bien, les élus font des efforts extrêmement importants pour pouvoir aménager un cadre de vie dans leur territoire. Et ne pas avoir les ressources en matière médicale, c'est un problème. Merci également à Bruno Rejouan, parce que je connais sa persévérance aussi sur le sujet. Alors c'est vrai que je voulais saluer non seulement le parterre très représentatif de la matinée, parmi nos invités, mais également Isabelle Dugelet, que j'ai pu voir non seulement à l'œuvre au sein de l'Association des maires ruraux, mais aussi au sein de l'Association des maires de la Loire, que j'ai eu le plaisir de présider. Et vous avez entendu son franc-parler, parce qu'à un moment, il faut être tout à fait concret. On ne peut pas laisser décemment les élus seuls dans cette affaire. Cela a été dit par d'autres collègues, ils font preuve d'ingéniosité, mais cela crée aussi un certain nombre de biais avec des attitudes effectivement de mercenaires. Et on le voit notamment sur le territoire d'Isabelle, au nord du département de la Loire, des maisons de santé pluridisciplinaires qui se créent et des médecins qui changent finalement de lieu en fonction des facilités et des aides qui peuvent être délivrées par un certain nombre de collectivités. Donc c'est tout à fait malsain, effectivement, dans la concurrence de nos territoires. Alors évidemment, cela a été dit par chacun, il y a un faisceau de raisons pour en arriver là. Il y a sans doute beaucoup de leviers à jouer. On voit bien qu'aujourd'hui, le désert médical, je rejoins ce qu'a dit Bruno, c'est un terme qui n'est pas forcément le meilleur, puisque désert médical ne veut pas dire zone rurale non plus seulement. En zone rurale, on peut vivre très bien, ce n'est pas la peine d'insister sur ce point. On le voit aussi en ville.
dans un certain nombre de quartiers qui sont aujourd'hui complètement abandonnés, où la population n'a pas de médecin traitant. Et en cela, ça devient extrêmement inquiétant. Moi, je voulais poser simplement une question. On a parlé de régulation, de coercition, pourquoi pas d'incitation. Moi, je crois beaucoup, à travers un certain nombre d'auditions qu'on a pu avoir, effectivement, à non seulement développer le nombre de postes qui pourraient être ouverts en médecine, mais les ouvrir effectivement sur site, de manière régionalisée. Puisqu'on peut comprendre aussi qu'au bout de 10 ans d'études, quand on a un peu plus de 30 ans, on a déjà fait une partie de sa vie de famille. Et c'est parfois aussi difficile ensuite de se délocaliser. Et puis mon interrogation quand même sur 10 à 15% de médecins qui n'exercent pas au fond. Et donc une perte, m'a-t-on dit, de 2 ou 3 000 médecins également chaque année. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Et donc la question aussi de transfert de soins sur un certain nombre d'autres personnels, type infirmiers, parce qu'on voit bien que sur la cartographie médicale, on ne manque pas forcément d'infirmières sur le territoire, comme on ne manque pas encore pour le moment de pharmaciens, bien qu'il y ait deux pharmacies par semaine qui ferment. Donc on peut s'interroger aussi sur cette complémentarité de soins et finalement une chaîne de soins qui pourrait être créée en milieu rural. Donc peut-être votre avis sur ces questions pour hiérarchiser finalement les solutions qui pourraient être proposées et lever un certain nombre de blocages. Merci. Il me reste 3 demandes de parole. Je vais essayer de vous demander d'être un peu plus synthétique parce que je reçois de la part de vos collègues quelques messages. Alors, je n'aime pas faire ça parce que je pense qu'il faut s'exprimer, mais on me dit oui, c'est trop court, c'est trop long, c'est trop long. Il y en a même qui sont partis d'ailleurs, suite à une intervention très longue. Je vous le dis parce qu'en fait, on me les envoie à moi, mais les chefs de file, des fois, ne le disent pas. Donc, je vous dis ce que me disent certains chefs de file et m'envoient comme message. Voilà, donc je vais donner la parole à Jean Bastille. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, merci pour votre participation ce matin. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, que je partage totalement. Je vais simplement vous faire quelques remarques. Bruno a parlé de l'ouverture du numerus clausus. Bien, mais on s'aperçoit que localement, dans les facultés de médecine, il manque de place. Donc c'est difficile d'avoir beaucoup plus d'étudiants. Ensuite, on constate qu'au niveau de l'internat, là aussi on a des soucis. Des maîtres de stage, on n'en a pas, ou très peu. Dans le milieu rural, il y en a très peu. Jusqu'à maintenant, chaque fois l'internat se faisait à l'hôpital, alors qu'il peut très bien se faire en milieu rural. Et donc, c'est une ouverture pour les jeunes sur ces territoires-là. Mais on manque de maîtres de stage. Et donc, ça sera un des blocages à l'avenir parce que les étudiants vont arriver à l'année d'internat et ils n'auront pas de maître de stage, donc ils ne pourront pas continuer. Il va y avoir des blocages. Là. Après, je voudrais, si vous permettez, vous faire quelques remarques par rapport à la situation du monde rural. Donc, on s'aperçoit que nos médecins sont en place vieillissent, partent à la retraite, et des fois très tard parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de remplaçants. Les élus, la plupart du temps, ont essayé d'anticiper les choses avec des maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est une charge financière importante pour les collectivités. Et cette charge, elle est productive si derrière, on arrive à trouver des médecins qui viennent utiliser ces locaux. Ce n'est pas toujours facile. Quand on fait la recherche, on s'aperçoit que les médecins qui sont susceptibles de venir utiliser ces installations recherchent d'abord un intérêt fiscal. Donc, est-ce que vous êtes en zone de revitalisation rurale? Est-ce qu'on peut être dégrévé de certaines taxes? Ensuite, ils viennent en disant, surtout les jeunes, enfin, c'est une nouvelle façon d'appréhender la vie, de dire, bon, moi, ok, je viens, mais je ne veux pas travailler tout seul, il faut qu'on soit 2 ou 3 médecins. Moi, je travaille 3 jours par semaine, ça me suffit. Je préfère privilégier ma qualité de vie. C'est un choix et on ne peut pas aller contre. Par contre, on pourrait peut-être être
plus incitatif. Le médecin qui part à la retraite, la plupart du temps, il fait encore 50 heures par semaine. Le jeune qui arrive, il va en faire 30 ou 35. Donc, on n'arrive même pas à compenser. Il faudrait 2 jeunes pour remplacer un ancien. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'être incitatif? Parce que quand on discute avec ces jeunes-là, ils se disent, à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires, je vais gagner un petit peu plus, mais travailler beaucoup plus, c'est-à-dire j'empiète sur ma qualité de vie pour payer des impôts surtout. Et donc, je m'arrête à ce seuil-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas, lorsque c'est un jeune qui vient s'installer dans un milieu où justement on a besoin, alors désert entre guillemets, pour faire plaisir à Bruno, dire, ben, ok, vous venez chez nous, c'est bien, on vous offre la possibilité de travailler dans une maison de santé pluriprofessionnelle, donc vous avez la possibilité d'étaler toutes les charges annexes, puisque vous les partagez à plusieurs. Vous êtes imposé sur un volume de chiffre d'affaires moyen, qu'on pourrait, alors je ne sais pas, mais il faudrait le définir, et vous avez certainement les moyens de le définir, ce volume de chiffre d'affaires, et de dire, tout ce que vous faites en plus, vous êtes exonéré d'impôts là-dessus. Et donc, on va arriver à avoir peut-être des jeunes qui vont venir et qui vont dire, si je m'installe là, en 7-8 ans, une dizaine d'années, je m'installe, je construis ma maison, je peux vivre décemment dans ce territoire-là, et le travail que j'ai fourni pendant cette période-là, en plus, j'en bénéficie, et ce n'est pas pour payer des impôts. Ça ne coûte rien à la société, c'est juste un manque à gagner au niveau du service des impôts. Merci, Jean. Et c'est un manque à gagner que le service des impôts n'aura jamais, parce qu'autrement, ils ne travailleront pas plus. Ah, ça ne fonctionne pas. Si. Merci, Président. Alors, je ne vais pas faire de redondance, je ne vais pas répéter tout ce que les collègues viennent de dire. Moi, je souscris totalement. Je voudrais simplement dire, je n'ai pas de questions, simplement des remarques. On ne parle jamais des ultramarins, on parle de déserts médicaux. Madame la représentante du ministère de la Santé, bon, vous savez ce qui se passe sur mon territoire, la Guyane, des communes enclavées. Je ne sais pas si le maire de Grand-Santi fait partie de l'association des maires ruraux. Il vient de perdre sa fille de 12 ans qu'il avait emmenée dans un centre de santé. Et voilà, 12 ans, elle a perdu la vie. Tout ça pour dire que chez nous, il y a quand même des spécificités. Nous avons de nombreuses communes enclavées. Là, j'entends parler de bus itinérants. Ben, nous, il n'y a pas de route. Par exemple, vous avez 5 communes enclavées qui sont accessibles que par voie aérienne ou par voie fluviale. Et encore, puisque les fleuves ne sont pas, entre guillemets, navigables. Donc, ça veut dire que toutes les pirogues qui circulent ne sont pas assurées. Donc, vous pouvez prendre pour accéder à des communes. Et bon, voilà. Alors, on parle de déserts médicaux dans l'Hexagone, mais chez nous, c'est pire. C'est pire chez nous. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais quand même signaler cet état de fait. Parce que, bon, un collègue parlait de colère tout à l'heure. Je peux vous dire que les Guyanais sont très, très en colère parce que il y va de leur vie. Ils ont l'impression que la France hexagonale ne fait rien pour nous, alors que nous sommes français. D'ailleurs, très bientôt, j'ai demandé un rendez-vous au ministère de la Santé, parce que ça fait plus de 20 ans que le centre de transfusion sanguine est fermé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Nous recevons des plaquettes des Hauts-de-France ou de la Guadeloupe. Tout ça par rapport à la maladie de Chagas qu'on avait décelée il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a, je crois, 4 ou 5 tests qui permettent de savoir si un donneur de sang présente cette maladie pour refouler cette personne. Eh bien, jusqu'à présent, rien du tout. Et je peux vous dire que j'ai rencontré les professeurs du centre hospitalier André Rosemont, puisque vous le savez, il y a un projet de CHU, et qui disait que, entre guillemets, que des personnes perdaient la vie parce qu'il y avait un manque de plaquettes.
Est-ce qu'on trouve ça normal, être français au XXIe siècle et subir ce genre de choses? Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je n'ai pas de questions, j'ai les mêmes questions que mes collègues. Merci. Mais bon, voilà, c'est juste pour signaler les spécificités. Merci, Président. Je vais donner la parole à Cédric Chevalier. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne vais pas revenir, chacun y est allé. Moi, je voudrais d'abord remercier, bien sûr, l'ensemble des intervenants, et puis remercier celui ou celle qui a eu l'idée ingénue, brillante, de se dire que moins de médecins ferait moins de dépenses sociales. Aujourd'hui, on le paye. Je ne sais pas qui est derrière ça, mais il faudra un jour le retrouver parce que je pense qu'il vraiment, il doit avoir un prix Nobel d'économie. Non, ce que je veux dire, c'est que derrière, il y a une notion de responsabilité, on ne sait plus. Hein. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir les prendre, et ça me gêne un peu. Premier niveau, c'est l'anticipation. Et tout à l'heure, Madame, on vous a posé la question sur les effectifs. Vous n'avez pas encore eu le temps de répondre. Je voudrais simplement être sûr que bien évidemment, on a commencé à anticiper ce que va être demain, parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a des gens qui partent à la retraite, on meurt, ça arrive, et donc à un moment donné aussi, il va y avoir des effectifs sur l'ensemble du territoire, et le problème de la désertification, elle n'est pas que rurale, elle est aussi urbaine. Donc je veux être... en tout cas, convaincu, c'est la question que vous avez bien anticipé les problèmes, notamment que ce n'est pas qu'une question d'effectifs aussi, c'est qu'il y a un élément qui a quand même profondément changé, c'est aussi ce qui a été dit, c'est le mode de vie. Aujourd'hui, on a bien sûr des jeunes médecins féminins, masculins, qui n'ont pas envie de vivre la même vie que ceux et celles qui les ont précédés, et ça peut s'entendre, et je n'ai pas de sujet là-dessus. Donc la première question, elle est sur l'anticipation. Le deuxième, c'est la transversalité et la cohérence. Et je vais vous donner un petit exemple, parce qu'on y est tous allés avec notre petit exemple, c'est notamment le changement des critères sur les ZRR. Moi, j'ai des communes qui sont sorties du dispositif, hein, et comme ça, en termes d'attractivité pour le médecin, elles en sont sorties. Déjà qu'elles étaient pénalisées pour en trouver, mais alors là, terminé. Et quand on va se retourner vers l'ARS en disant qu'il n'y a peut-être pas une solution, non, ce n'est pas les mêmes critères et ce n'est pas le truc. Donc à un moment donné, en termes d'aménagement du territoire, il faut déjà faire confiance aux élus, parce que c'est quand même eux qui sont en capacité aujourd'hui de dire est-ce que dans cette cohérence territoriale et pas être dans une logique de concurrence entre territoires, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité à un moment donné que l'acteur de santé soit un peu plus prégnant dans l'étude de ces schémas de cohérence territoriale, et on a beaucoup de documents qui le font, et surtout à un moment donné, quand un ministère sort un élément, c'est qu'il y a aussi une transversalité et une cohérence sur les dispositifs. Résultat des courses, moi j'ai une commune qui déjà perdait des médecins, mais qui en plus non seulement ne rentre pas dans les futurs dispositifs de l'ARS, mais en plus là, de se faire renier les dernières ailes. Donc en fait, on est vraiment non plus sur la problématique de médecins, mais d'accès aux soins avec tout ce qui a été dit. Donc de l'anticipation, de la transversalité et de la cohérence. Quelles sont aujourd'hui vos réponses? Merci. De Cidrac, et je crois qu'il n'y a plus de demande de parole. Merci beaucoup, Président. Je serai très brève et j'ai entendu tous les collègues qui se sont exprimés et les réponses que vous avez apportées. Il y a une question, en revanche, qui ne vous a pas été posée, c'est la suradministration de l'hôpital public aujourd'hui en France, quand on sait que 20% du personnel et du personnel soignant détaché à plein temps, on peut quand même s'interroger sur ce que ferait ce personnel si on le déployait face à de la patientèle, parce que j'ai bien entendu aussi le fait qu'on a aussi un problème de considération vis-à-vis de nos concitoyens qui deviennent des clients et qui ne sont plus des patients. J'ai entendu ce que disait Monsieur Le Bigot et ainsi que Madame le maire. Donc je crois que c'est quelque chose sur lequel il nous faut des réponses également. Moi, je suis dans un territoire qui, dans une partie du département yvelinois, n'est pas rural, mais nous sommes également en désert médical. Donc comment ferions-nous? Ne faut-il pas s'interroger aussi sur l'organisation de nos hôpitaux aujourd'hui et comment redéployer ce personnel soignant qui aujourd'hui fait de l'administratif? C'est quand même étonnant, voire scandaleux. Moi aussi, j'ai une forme de colère que je partage avec mes collègues. Je vous remercie. Merci. Je vais demander à nos invités de répondre aux questions de mes collègues. Merci.
Merci. Alors, je vais prendre mon souffle parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Peut-être quand même pour vous dire que, évidemment, votre colère, qui est la colère des patients, hein, qui s'exprime régulièrement, le ministère de la Santé, la DGOS, ne vit pas dans une bulle. Donc, comme vous, cette colère, elle nous remonte au quotidien. Et par ailleurs, nous sommes tous patients, proches de patients. Et donc, les difficultés que vous exprimez, elles ne nous sont pas du tout inconnues. On n'y est pas sourd. Et mon propos n'était non pas de vous apporter des réponses technocratiques ou de dire qu'il fallait attendre tranquillement 9 ans que tout aille mieux. Mon propos est de dire, malheureusement, les solutions qu'on met en place, certaines sont à court terme, mais certaines produiront des effets à moyen et long terme. Et c'est une réalité, si vous voulez. On ne va pas pouvoir créer des médecins comme ça pour demain facilement. Alors, vous avez évoqué un certain nombre de pistes, on va y revenir, mais voilà, c'était le sens de mon propos. Ce n'était pas du tout de l'attentisme, hein, c'était de dire, par ailleurs, les actions qu'on conduit maintenant, certaines ne produiront hélas leurs effets dans le temps qu'à moyen et long terme. Mais pour autant, il faut les conduire dès maintenant, puisque vous l'avez tous évoqué, hein, ces problématiques, elles ne sont pas nouvelles, elles s'accentuent avec le temps, et les réponses qu'on apporte, eh bien, il faut le temps qu'elles se déploient, ce qui génère cette frustration et par ailleurs cette angoisse légitime sur les territoires où l'absence de réponse se fait sentir le plus. Sur le zonage, alors il faut rappeler que le zonage, il sert effectivement à cartographier les aides à l'installation. Aujourd'hui, il est apprécié à partir d'un indicateur qui est établi par l'adresse et qui permet de mesurer en fait l'accès aux soins d'une population à travers la démographie de son territoire immédiat et des territoires de proximité. Il y a effectivement un pourcentage de cette population par profession qui est estimé étant ce qu'on appelle en zone sous-dense, puisqu'on n'utilise pas l'expression de déserts médicaux. Voilà, et c'est ces zones sous-denses sur lesquelles les ARS ont une petite marge de manœuvre, mais effectivement par substitution, voilà, avec d'autres zones. Encore une fois, si tous les territoires deviennent des territoires qualifiés de sous-denses, les aides, vous les saupoudrez et du coup, elles ne produisent plus leurs effets puisqu'en fait, vous allez permettre aux médecins de s'installer plutôt vers le centre-ville que vers la périphérie, plutôt vers des territoires un peu mieux dotés. Ils ne sont pas forcément bien dotés, mais ils sont un peu mieux dotés que les territoires voisins. Donc c'est vrai qu'il y a une petite latitude qui est laissée aux ARS, mais elles ne peuvent pas complètement rajouter des territoires une fois qu'elles ont saturé leur pourcentage de population vivant dans les zones sous-denses. Les capacités de formation. Alors, je suis désolée parce que je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est quelque chose qu'on pourra vous communiquer, peut-être les projections. Voilà. C'est quelque chose, je vous l'ai dit maintenant, qui est regardé au niveau local. Donc d'ailleurs, à travers les instances de l'ARS, les élus peuvent faire partie de ces réflexions, qui est regardé au niveau local avec les besoins de la population, les capacités de formation. On a effectivement un sujet potentiel de capacité de formation tenant lieu à deux choses, les locaux et les formateurs. Donc voilà, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Par ailleurs, ces projections, elles sont faites en anticipation. Pour répondre à monsieur le sénateur, après, vous savez, nos capacités d'anticipation, elles doivent être revues en permanence parce que les technologies évoluent, les pathologies évoluent, on l'a vu. Une crise sanitaire peut venir mettre un énorme bazar dans toutes les projections qu'on avait pu faire, créer de la dette de santé publique qui va nous obliger à réorienter peut-être les spécialités dont on va avoir besoin dans les années à venir. Et donc, c'est des projections qui doivent être réévaluées en permanence. Or, on le sait aussi, hein, par ailleurs, quand on fait rentrer des médecins en études, quand on choisit des spécialités, c'est des gens qu'on forme et après, une fois qu'ils sont formés dans cette spécialité-là, entre guillemets, ils y restent. Donc il faut qu'on arrive effectivement à apporter de la souplesse pour pouvoir s'ajuster au plus près des besoins, mais on n'aura jamais d'anticipation parfaite. L'objectif est d'avoir des anticipations qui soient les meilleures possibles. Sur les médecins étrangers, vous l'avez évoqué, c'est aujourd'hui un sujet brûlant, vous l'avez vu dans l'actualité. Il y a une phase de régularisation des fameux PADU qui est en cours. L'avantage, entre guillemets, des PADU par rapport aux propos de certains d'entre vous, c'est qu'effectivement, on offre des postes à la sortie des épreuves de titularisation de ces professionnels étrangers. On offre des postes qui sont territorialisés. C'est les ARS qui font remonter les besoins et donc ça permet de pourvoir notamment des établissements qui sont moins attractifs à l'installation et c'est quelque chose qui est fait effectivement au plus près des territoires parce que c'est bien les ARS qui remontent les postes qu'elles veulent mettre entre guillemets à la sortie des épreuves classantes pour ces professionnels. Vous l'avez dit, on a un sujet, et je l'ai évoqué tout à l'heure, la prise en charge d'un patient, c'est un continuum entre la ville, l'hôpital et le médico-social. Nos hôpitaux, vous le savez, sont
Alors, je pense qu'il faut quand même continuer à dire, en France, on a des hôpitaux qui délivrent des soins de très bonne qualité, et c'est ça qui est important de rappeler, mais ils sont aujourd'hui en difficulté. La principale difficulté de nos hôpitaux, mais c'est la difficulté dont on parle depuis le début, c'est la difficulté RH. On a aujourd'hui des problèmes de recrutement dans les établissements. Ces problèmes de recrutement, ils sont plus aigus sur certaines professions. Vous avez évoqué, madame, les pédiatres dans les maternités, on peut évoquer les urgentistes, on peut évoquer un certain nombre de professions comme ça. Il faut aujourd'hui qu'on renforce l'attractivité de l'hôpital, qu'on lui permette de recruter. Il y a pas mal de mesures qui ont été prises sur l'attractivité, des mesures de rémunération, il y a des mesures de refonte du métier, parce que vous l'aviez évoqué en début, mais je ne suis pas revenue dessus. On a un plan de travail de refonte des métiers. On est en train de travailler avec les infirmiers, mais ensuite on travaillera avec les autres professions pour redonner de la valeur et du sens à ces métiers, où aujourd'hui, on le voit, hein, il y a une perte de sens et donc une perte d'attractivité de ces métiers vis-à-vis des jeunes. C'est plus choisi comme les vocations, comme ça pouvait être le cas il y a quelques années. J'en discutais juste avant qu'on commence avec Maxime Le Bigot. Donc il faut qu'on redonne l'envie aux jeunes de se positionner sur ces métiers. Et pour ça, il faut leur redonner du sens, de la lisibilité. Il faut acter les transferts de compétences qui ont eu lieu, parce qu'effectivement, moins de médecins, ça veut dire aussi pouvoir s'appuyer sur les autres professionnels de santé de manière plus présente. C'est le sens des dernières mesures qui ont été adoptées notamment dans votre hémicycle. Il faut pouvoir s'appuyer sur les pharmaciens qui sont en général le premier professionnel de proximité. Vous pouvez pousser la porte, vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Le pharmacien, il est important qu'il puisse intervenir aussi dans la prise en charge des patients. L'infirmier, qui est, on le rappelle, les infirmiers, c'est une des rares professions qui se déplace encore massivement au domicile. On va avoir besoin des infirmiers, notamment avec le virage domiciliaire. C'est quelque chose d'indispensable. Il faut s'appuyer sur les compétences des infirmiers. Il faut valoriser ces compétences. Il faut accepter la délégation de tâches. C'est des choses qui sont travaillées à la fois pour faire rentrer dans le droit commun des compétences de ces professions des nouvelles tâches, mais aussi via les protocoles qui permettent effectivement, dans un certain nombre de configurations, à un médecin de déléguer certaines tâches à d'autres professionnels. Ce sont effectivement les pistes de travail qui sont plus précisément travaillées. Sur les IPA, là encore, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais on pourra vous fournir les chiffres des IPA. Il faut savoir que les IPA à l'hôpital, c'est quelque chose qui monte en charge de manière très satisfaisante, et les professionnels de santé d'ailleurs et les patients sont très satisfaits, parce qu'effectivement ça permet de reconcentrer le médecin sur d'autres tâches et d'avoir un interlocuteur pour les patients. En ville, ça monte en charge, mais plus difficilement. Une IPA en ville, pour qu'elle puisse s'installer, il faut qu'il y ait des médecins à proximité, puisque par définition l'IPA fonctionne en collaboration avec des médecins. Donc on va retomber toujours sur le même problème. Si vous n'avez pas de médecin, vous n'aurez pas d'IPA. Donc après, l'IPA, elle peut permettre de décharger les médecins d'une partie du suivi des patients en ALD, et donc de maintenir sur le territoire une offre de soins plus large que si le médecin était tout seul. Vous avez évoqué des pistes sur les passerelles et l'accueil des médecins étrangers. Il faut effectivement qu'on regarde comment on intègre ces éléments-là pour peut-être avoir des réponses qui sont plus rapides que la formation d'un médecin pour augmenter le nombre de médecins sur notre territoire à plus court terme. Ce ne sera pas massif, et par ailleurs, ça ne peut pas se faire au détriment de la qualité des formations, c'est-à-dire il faut quand même qu'on garde un niveau d'exigence sur ces professionnels qui seraient formés à l'étranger, qui permet de s'assurer qu'ils délivrent des soins et qu'ils ont des compétences qui sont de qualité équivalente aux professionnels formés sur notre territoire. On est parti. Alors, attendez, est-ce que j'ai tout? Alors, sur l'anticipation des départs à la retraite, c'est un vrai sujet. Vous l'avez dit, les ARS ne sont pas toujours informés. Vous savez, la loi dite Valtou, qui a été adoptée à la fin de l'année, oblige maintenant les médecins installés à prévenir l'ordre, et du coup, cette information sera diffusée aux ARS et aux caisses de leur intention de cesser leur activité le plus tôt possible quand ils le savent, et 6 mois avant, dans l'idéal, notamment pour un départ à la retraite qui se prépare en général dans ces échéances-là. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir prévenir, c'est-à-dire que quand on sait qu'un médecin va partir du territoire, commencer d'ores et déjà à chercher des solutions pour les patients présents, soit auprès des autres médecins du territoire, soit en regardant comment faire venir un médecin sur ce territoire, et ne pas attendre que le médecin soit parti ou soit à 2 semaines de son départ pour s'en soucier. C'est quelque chose, effectivement, qui devrait permettre, en tout cas, de mieux anticiper, puisque c'est un des enjeux, de mieux anticiper ces départs sur les territoires. Voilà, alors je ne sais pas si j'espère avoir répondu dans les grandes lignes à toutes vos questions.
J'ai noté du coup qu'on vous enverrait donc les objectifs de formation qui ont été définis par profession pour les années à venir. Encore une fois, ces objectifs ils sont maintenant fixés pour 5 ans, mais ils sont rediscutés quand même tous les ans pour vérifier de l'ajustement. Donc on vous les donnera par ailleurs les projections qui peuvent être faites notamment par l'ONDPS sur les besoins démographiques des professions de santé et puis la répartition des IPA. Est-ce que vous pourrez y adjoindre, au-delà des objectifs, le nombre d'étudiants actuellement dans les universités, année après année, pour qu'on puisse commencer à évaluer la réalité de ce que cela peut engendrer? Merci. Je vais donner la parole à Madame Dugelet et puis à Monsieur Le Bigot pour conclure et puis nous faire part de leurs avis sur ce sujet. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci pour tous ces échanges et puis pour vos précisions, Madame Poujon, parce que j'ai écouté ça avec beaucoup d'attention. Et bien sûr, on suit tout ça depuis plusieurs années. On l'attend avec impatience. On a parlé du désespoir de nos populations. Moi, je vais vous parler aussi du renoncement de ce qui se passe pour beaucoup de nos habitants qui cherchent même plus à avoir un médecin et qui laissent faire les choses. Saluer une initiative intéressante d'un cabinet médical près de chez moi, puisque j'ai aussi la charge de la vice-présidence de la santé sur ma petite communauté de communes rurales. On a un cabinet médical avec 7 médecins et ils ont pris l'initiative, dans le cadre du Conseil national refondation, de faire un centre d'accès aux soins pour des gens qu'ils ont vus pendant des temps de garde qui n'avaient pas de médecin traitant et des gens chez lesquels ils décelaient des pathologies lourdes. Donc, ils ont pu avoir du fonds d'intervention d'urgence de l'ARS pour monter ce projet contre l'avis de l'ordre des médecins, je le précise. Ils se sont battus pour le faire, c'est tout à leur honneur. Et donc, un jour par semaine, ils reçoivent 16 patients qui sont vus d'abord par un assistant médical une demi-heure et ensuite, ils ont un entretien médical d'une demi-heure. Et ils ont décelé des tas de pathologies très, très graves. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important parce que d'abord, je les salue parce qu'eux-mêmes, ils se sentent excessivement responsables de ces personnes sans solution. Ils en sont malheureux aussi et ils se démènent autant qu'ils le peuvent. Mais voilà, on sait que leurs journées sont limitées. On sait aussi que le temps qu'ils passent dans toutes les CPTS, parce que je suis aussi au conseil d'administration de la CPTS sur le nord de mon département, donc j'ai une vision très globale de tout ce qui peut se faire dans le domaine de la santé. Et ils sont très mobilisés. Alors, comme le disait Monsieur Le Bigot, ils sont à peu près un tiers des médecins à participer aussi à la garde. Et puis, ils ne sont pas tous adhérents à la CPTS, puisque c'est volontaire. Et c'est sur eux que reposent aussi les services d'accès aux soins dans les hôpitaux. En fait, ils doivent prendre en charge pour tous les médecins tous les problèmes. Voilà. Donc, ils sont quand même un bataillon de médecins motivés là pour répondre à toutes les problématiques. Au nom de tous. Voilà, et moi je tiens à saluer les professionnels engagés, tous les infirmiers et infirmières aussi, qui ont des charges de plus en plus lourdes, parce qu'évidemment le manque de médecins généralistes reporte sur eux, c'est-à-dire que tous ceux qui font du domicile, on en a parlé, ils sont de plus en plus sollicités, on leur demande presque même des consultations médicales, ils sont un certain nombre à lâcher parce qu'ils sont épuisés. Je parle, moi, de tous les professionnels de santé dans nos EHPAD, qui sont de plus en plus difficiles à recruter. Alors même les agents hospitaliers, ça devient difficile, parce que les problèmes de santé de nos anciens dans les EHPAD, ils sont très très lourds. La prise en charge, elle est de plus en plus difficile et délicate. Voilà, avec des pathologies aussi psychiatriques qu'on ne peut pas traiter au sein même des EHPAD et qui ont des conséquences pour les autres résidents. Voilà, enfin, c'est un système globalement qui est en grande souffrance, pour ne pas dire à l'agonie, et pour lesquels il faut trouver des solutions rapides, parce qu'on nous a dit 2025, après 2030, et puis maintenant on se projette vers 2035, et dans ces 10 années à venir, combien de souffrances encore, et pour ne pas dire combien de morts supplémentaires, parce qu'on n'aura pas su faire face. Voilà, et moi je voudrais pouvoir avoir un petit peu d'optimisme, mais je vais vous dire que depuis 4 ans que je suis engagée dans l'association sur ces questions-là, je deviens un peu défaitiste parce que je ne vois pas les choses qui avancent, malheureusement.
Merci, Monsieur Le Hugo. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, c'est vrai que je peux que souscrire aux nombreux propos de vous, mesdames et messieurs les sénateurs, sur cette problématique d'accès aux soins et notamment sur la décentralisation de la formation de nos futurs médecins dans nos territoires. Comme vous avez pu le dire à de nombreuses reprises, de nombreux étudiants sont issus de nos territoires ruraux et lorsqu'ils étudient pendant 10 années dans un CHU qui est souvent dans une métropole, hein, il faut en être conscient, c'est compliqué de revenir dans nos territoires. Donc c'est vrai que nous, l'association, nous portons cette idée de décentraliser la formation de nos étudiants. Nous avons la première année pluripasse en Mayenne. C'est vrai qu'en Mayenne et en Sarthe, nous n'avons pas de CHU, mais nos hôpitaux périphériques, que ce soit à Laval ou au Mans, forment tout aussi bien les futurs médecins de demain et accueillent tout aussi bien, voire presque mieux, nos internes que dans les CHU où est-ce qu'ils subissent la main prise par les grands PUPH qui ne font que reproduire ce qu'ils ont pu subir lorsqu'ils étaient internes. Dans nos territoires ruraux, nos étudiants sont accueillis à bras ouverts. En Mayenne, par exemple, il y a des aides par le conseil départemental pour l'accès au logement, l'accès aux moyens de locomotion, mais tout ça sans aucune contrepartie derrière. C'est encore de l'argent public qui est dépensé sans aucune contrepartie derrière. Et c'est ça qui est dérangeant, c'est que, comme vous avez pu le dire, on arrive à une guerre de territoire, à une concurrence de territoire qui est délétère pour la santé des Français. Moi, j'ai bon espoir. J'ai eu un point d'optimisme l'an passé lorsque les dentistes ont signé la convention 2023-2028 avec cette idée de régulation d'installation avec le conventionnement sélectif en contrepartie d'une augmentation de leurs honoraires. J'ai bon espoir que les médecins se rendent compte que c'est possible de le faire. D'autres professions, je ne sais plus quel est le sénateur qui l'a dit tout à l'heure, sont régulés dans leur installation. Les enseignants, ils ne peuvent pas l'exercer n'importe où en France comme bon leur chante. Donc voilà, il faut prendre conscience qu'il y a une urgence sanitaire et, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif, avoir du courage politique pour répondre à l'urgence sanitaire des 9 millions de Français à l'heure actuelle sans médecin traitant. Merci. Merci d'avoir participé à cette table ronde, à ce débat qui est très intéressant et très préoccupant. Et effectivement, vous l'avez cité, chez les policiers, chez les enseignants, chez les infirmiers, on n'a pas de désert médical infirmier, on n'a pas de désert médical. Et la difficulté quand même, pour avoir auditionné l'ordre des médecins et l'ordre des jeunes médecins, je le dis publiquement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ils font état de fait que leurs études sont longues, que ceci, que cela, et donc derrière, c'est très compliqué mais je crois qu'il faut avoir un peu de courage politique. Merci. Je vais demander à Rémy Pointreau de venir nous retrouver.